I'm Barack Obama and I approve this message. I'm Mitt Romney and I approve this message. La nuit américaine sur Europe 1. This is CNN. Avec CNN International. Europe 1, 1h, 3h. Au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Le décalage horaire entre les États-Unis et la France a du bon. Alors j'ai sous les yeux la pendule qui m'indique qu'il est 19h03 à New York. Vous voyez que nous rapprochons dangereusement du moment où on va commencer à connaître les premières estimations. Ce décalage horaire nous permet, une fois tous les 4 ans, de nous retrouver à cet horaire inhabituel au cœur de la nuit pour réviser nos certitudes, comme on disait avec Nikos. Elles sont parfois un peu flottantes, avouons-le, nos certitudes et nos incertitudes sur l'histoire présidentielle américaine. C'est la bonne façon, je crois, d'attendre ces premières estimations qui vont nous être fournies. Alors, vous savez que la rédaction d'Europe 1, on vous l'a beaucoup dit depuis quelques jours, s'est fortement mobilisée pour couvrir un événement d'une importance considérable en vérité. J'entendais tout à l'heure dans un lieu public une dame qui disait « Mais qu'est-ce que ça peut nous faire que les Américains élisent tel ou tel président ?» Alors, sur le coup, j'ai pas osé lui répondre, mais je crois que j'ai eu tort, car penser que cette affaire ne nous regarde pas de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est méconnaître l'influence déterminante de la superpuissance américaine sur le sort du monde et l'importance non moins déterminante du président des États-Unis sur les orientations de son pays, notamment en matière d'économie. Nous allons y venir dans un instant, exemple à l'appui. En vérité, tout à l'heure, dans quelques petites heures maintenant, selon que ce sera le démocrate Barack Obama qui sera réélu ou le républicain Mitt Romney qui sera élu, les conséquences seront décisives pour le monde en général et pour l'Europe en crise et la France en particulier. Alors, afin de supporter le suspense, j'ai demandé à quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'histoire récente des États-Unis de nous accompagner cette nuit et de nous présenter, disons, le fruit de leurs travaux les plus récents. Le casting, vous allez voir, est tout à fait américain. Vous allez entendre tour à tour le très pertinent Thomas Negaroff de Sciences Po, auteur de L'Amérique dans la peau, et auquel je vais demander ce que le président des États-Unis a de si spécial par rapport à d'autres chefs d'État sur la planète. Et puis, ce sera au tour de l'avocat George Ayash, qui va venir nous parler de Richard Nixon. Il a établi une véritable plaidoirie en faveur de Nixon, à son avis maltraité par l'histoire, alors qu'on aurait trop bien traité son challenger et vainqueur en 1960, John Kennedy. Vous entendrez aussi la chère Nicole Bacharan, notre consultante ici sur Europe 1, à qui j'ai demandé juste avant qu'elle ne parte pour les États-Unis, d'où vous la retrouverez tout à l'heure, de nous éclairer un peu sur le système électoral américain, si exotique à nos yeux. Et puis, last but not least, le lumineux André Caspi va venir nous livrer son point de vue sur quelques mandats présidentiels récents et notamment sur celui de Barack Obama, envers lequel il n'est pas très tendre dans son récent ouvrage qui s'appelle « La grande désillusion ». J'espère que ce programme vous plaît. Vous voyez que nous avons de quoi tenir jusqu'au lever du soleil. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée, Fiducial accompagne Europe 1 pour la nuit américaine. Et tous les jours, tout au long de l'année, les 580 agences Fiducial accompagnent votre entreprise. Droit, chiffres, conseils financiers, informatique, sécurité, monde du bureau. Fiducial, c'est une offre globale de services pour que vous puissiez pleinement vous consacrer à votre métier. Europe 1. The American people want leaders. Au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine, Franck Ferrand. L'homme qui va être élu ou réélu tout à l'heure est considéré, en tout cas le sera, à tort ou à raison, comme l'homme le plus puissant de la planète. Au-delà de ses pouvoirs constitutionnels sur lesquels nous allons revenir, c'est une sorte de magistère moral et quasi symbolique que le locataire de la Maison Blanche, pour employer un pont aux ânes, ou que l'occupant du bureau ovale va exercer à l'égard du monde occidental. Ce que je dis là est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui que ça l'a été dans le passé. Pour ma part, j'ai fait partie, et je pense que c'est le cas de nombreux auditeurs, des assidus de la très longue série télé West Wing, en français à la Maison Blanche, ce qui fait qu'à mes yeux, la figure type du président américain se confond un peu avec le personnage de Jed Bartlett, incarné à l'écran par Martin Sheen. Ce que j'attends de notre premier invité, Thomas Negaroff, c'est qu'il précise et si besoin qu'il rectifie cette image. Bonsoir Thomas Negaroff, vous êtes le co-auteur avec François Durper des États-Unis pour les nuls, et puis vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui va nous guider dans cette conversation
de début d'émission. Ça s'appelle « L'Amérique dans la peau quand le président fait corps avec la nation » chez Armand Collin. Et c'est vraiment ça dont il s'agit, une question d'incarnation et de représentation avant tout. Absolument. Les Américains, et on le revoit encore cette nuit, se choisissent un président évidemment, mais aussi quelqu'un qui incarne la nation. Et le mot anglais embodiment est encore plus fort, parce que l'incarnation, c'est la peau en français, c'est tout le corps en Entrer anglais. dans le corps. Entrer dans le corps, effectivement. Et là reviennent évidemment tous les livres d'histoire, notamment de Kantorowicz, qui évoquaient les deux corps du roi au Moyen-Âge. Un corps naturel, finalement, qui est un corps qui souffre, qui est malade, qui est le corps d'un homme, et un corps symbolique, un corps politique, qui lui n'a aucune souffrance. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer à quel point les deux corps du président communiquent l'un avec l'autre, et à quel point pour incarner la nation américaine, il faut faire appel à ce corps naturel autant qu'à ce corps politique. C'est amusant cette allusion à la symbolique monarchique de Kantorowicz. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de monarchique dans la présidence américaine ? Oh, je crois que il y a des vestiges de la monarchie britannique ? Je ne sais pas. Hein. Oui, comme dans la nôtre d'ailleurs, avec toute cette pompe. Chez nous, c'est une évidence. Toute cette pompe, effectivement, aux États-Unis aussi. Quand le président arrive et que Hail to the Chief résonne, on est effectivement dans une pompe qui ressemble, à mon avis, à ce qu'a été aussi la monarchie britannique, bien sûr. Et en même temps, le président se doit d'être presque l'homme du coin de la rue. Il faut qu'il ait une vie familiale exemplaire, qu'il sorte son chien, qu'il promène lui-même son chien. Enfin, il y a ce côté, cette espèce de mythologie de la famille qui a été portée à l'extrême avec la présidence de Roosevelt, évidemment, au milieu du XXe siècle, mais qui, d'une façon générale, est encore d'actualité. Oui, absolument. Et c'est l'une des grandes contradictions auxquelles le président doit faire face. Il doit être à la fois quelqu'un au-dessus de la mêlée, qui incarne l'avenir de la nation, qui puise aussi dans le passé, dans les pères fondateurs, qui a une vision pour l'avenir, donc quelqu'un vraiment au-dessus, mais qui doit ressembler à tous les Américains, et dont l'histoire, finalement, doit être celle de l'Amérique. Il y a toujours ce mythe fondateur aux États-Unis que n'importe qui peut devenir président. Alors le problème, c'est que les Américains ne veulent pas que n'importe qui soit président. Et ça, c'est tout un paradoxe. Et c'est le paradoxe notamment de Jimmy Carter, qui pour être élu porte son sac lui-même, refuse la pompe, on parlait de la monarchie, refuse toute cette espèce d'habillage comme ça monarchique, mais une fois à la Maison-Blanche, les Américains ne veulent pas ça. Ils veulent un président qui soit un véritable président, presque un monarque britannique. Donc il y a effectivement cette contradiction, mais cette normalité, c'est un mot actuel, très à la mode en France, ce côté ordinaire est essentiel. Les Américains doivent se reconnaître dans ce président, d'où effectivement la présence quasi continue d'un chien à la Maison-Blanche, d'une famille constituée, très clairement constituée, qui ne divorce pas. Qui joue parfois plus ou moins un rôle, mais enfin bon, on a vu du temps des Clinton, c'était très frappant au moment de l'affaire du Monica Gate. La fille de Bill Clinton a joué un rôle essentiel pour essayer de donner un côté... de calmer le jeu, si je puis dire. Oui, et puis Eleanor Roosevelt, vous savez, là, bien sûr. Qui a quand même failli divorcer, et puis on lui a expliqué, dans les années 20, qu'ainsi elle mettrait un terme à la vie politique de son mari. Donc, effectivement, il y a... Beth Truman, dont on dit que toutes les Américaines se reconnaissaient en elle, enfin, etc. Nancy Reagan joue un rôle essentiel aussi. Évidemment, elle joue un rôle essentiel, ces femmes. La première dame de First Lady, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est un rôle officiel. Absolument, elle vit à East Wing, elle a un cabinet avec elle, et elle a un rôle essentiel, c'est celui, finalement, d'être une épouse fidèle et dévouée à son mari. Il ne faut pas qu'elle lui fasse de l'ombre, comme a pu le faire, par exemple, Hillary Clinton, ou un peu moins connue, Betty Ford, qui, avec un président mal élu, même pas élu du tout d'ailleurs, choisi par Nixon, qui allait démissionner et donc devenu lui-même président par la force des choses, eh bien Betty Ford a pris énormément de liberté, notamment sur l'avortement, en considérant qu'elle-même était favorable personnellement, que si sa fille lui demandait de la pilule, elle lui donnerait. Ça a été un scandale terrible. C'est quoi cet homme qui ne sait pas tenir sa femme ? Alors en même temps qui ne sait pas tenir sa femme ou qui ne sait pas tenir la langue de sa femme, si je puis dire, parce que ce qui compte, ça paraît très évident vu de ce côté-ci de l'Atlantique, ce qui compte d'abord à la Maison-Blanche et dans les différentes résidences du président des États-Unis, c'est le service de communication en fait. C'est ce qu'on va dire et ce qu'on fait dire au président. Absolument, et c'est pas nouveau. Les premiers communicants arrivés autour des présidents, c'est dans les années 1920. Mais le premier qui invente véritablement ce modèle, c'est Theodore Roosevelt, qui comprend lui-même président ultra charismatique. Ultra charismatique,
qui remplace McKinley, assassiné en 1901. Je dis bien, vous avez bien dit Theodore Roosevelt, c'est le président du début du XXe siècle, rien à voir avec Franklin Delano. Oui. C'est la même famille, mais très éloignée. Oui, cousin éloigné. Oui, et il a compris, notamment lorsqu'il monte en puissance politique en 1898 lors de la guerre de Cuba, il monte un régiment, les Rough Riders, et il a toujours avec lui un journaliste qui prend des photos. Et il a compris, Theodore Roosevelt, qu'en amenant avec lui un journaliste sur les champs de bataille, il va se faire une popularité extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer. Alors, les Américains connaissent l'histoire de leur président, presque de tous. Ils connaissent très bien les pères fondateurs, alors Washington, Jefferson, Adams, tout ça, ils sont très connus. Et puis alors, évidemment, ils ont une espèce de mythologie des présidents récents. Ils savent tout de leur vie. Il faut que chaque président raconte une histoire, écrivez-vous dans ce livre. C'est le storytelling à l'américaine. Bien sûr, il s'agit de raconter une histoire. Raconter quelle histoire ? L'histoire mythifiée d'un petit garçon d'extraction plutôt modeste et qui, par son talent et sa volonté, ce qui est bien le propre de l'Amérique finalement, une nation née d'une idée, de la conquête, du mouvement, eh bien ce petit garçon, parce que c'est très souvent et toujours même pour l'instant c'est toujours un petit garçon devenu un homme, eh bien ce petit garçon, il devient le symbole de l'Amérique parce qu'il a su lui-même dépasser surmonter les difficultés, les obstacles. Le plus extraordinaire peut-être, c'est Bill Clinton, qui a eu la chance de naître dans une ville qui s'appelle Hope, espoir, ça ne s'invente pas, ça. Et qui, malheureusement pour lui, mais après, chance extraordinaire pour le storytelling, son père est mort avant qu'il naisse. Donc il y a toute une histoire qui se raconte, et quand il a 15 ans, il rencontre John Kennedy. Et il dit, c'est incroyable dans ce pays, quelqu'un de pauvre comme moi, qui vient de l'Arkansas, un état pauvre du Sud, je peux rencontrer le président des États-Unis. Ce pays m'offre tout. C'est ça qu'un président doit raconter aux Américains. Il doit leur raconter ce qu'ils ont envie d'entendre, que leur nation est exceptionnelle. On se rappelle le discours d'investiture de Kennedy, on parlera tout à l'heure plus longuement de Kennedy et de Nixon, ce discours incroyable où Kennedy réveille en chaque Américain la fibre du pionnier qui sommeille. La nouvelle frontière, c'est l'antidote à la dévirilisation du pays sous Eisenhower, et c'est l'idée que ma jeunesse, à moi, John Kennedy, 43 ans, c'est la jeunesse éternelle de l'Amérique. Et avec moi, nous allons reprendre la conquête. Parce que n'oubliez pas une chose, 3 ans plus tôt, les Soviétiques ont lancé Spoutnik en orbite. Kennedy a l'intelligence politique de remettre du mouvement, d'incarner avec sa jeunesse la jeunesse de l'Amérique, capable à nouveau de surmonter tous les défis et de dépasser les frontières. Alors ce qui est le plus frappant peut-être lorsqu'on parle de ces présidents américains, c'est que les qualités qu'on exige d'eux pour se faire élire au cours de cette campagne électorale, et nous venons encore de le voir ces dernières semaines, qui est un véritable parcours du combattant, ces qualités sont presque les qualités opposées à celles qu'on exige d'eux une fois qu'ils sont installés à la Maison-Blanche et qu'ils ont à gérer, à prendre en main les rênes de l'État. Il faut donc être polyvalent pour accéder à la magistrature suprême américaine. Oui, et quasiment effectivement être schizophrène, dans la mesure où la campagne exige énormément d'énergie, la capacité à vraiment entraîner les foules, à raconter une histoire aux Américains. À se projeter dans l'avenir, beaucoup. Voilà. Et une fois qu'on est assis derrière le bureau ovale, effectivement, là, c'est le temps s'arrête quasiment, et on est dans le temps de l'action et pas dans le temps de la promesse. Ce qui explique pourquoi autant de très bons candidats ont donné de si mauvais présidents. Je ne parle pas forcément de Barack Obama, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un peu de ça chez Barack Obama. On a aussi des exemples en France de candidats très 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 bons en campagne et qui, une fois élus, cherchent à réinsuffler ce même souffle, mais c'est pas la même chose, c'est pas ce qu'on attend. En votre compagnie, Thomas Negaroff, nous allons entrer maintenant à la Maison-Blanche, nous allons pousser les portes et voir comment fonctionne une administration et comment fonctionne, d'une façon plus générale, le pouvoir aux États-Unis. Vous allez voir que c'est assez exotique pour des Français. You'll never return to me. La voix ensorceleuse de Marilyn Monroe, River of No Return, La rivière sans retour, c'était le film d'Otto Preminger en 1954. Et nous reprenons notre discussion sur les rouages du pouvoir en compagnie de Thomas Negaroff. Au cœur de l'histoire spéciale Nuit américaine sur Europe 1.
Les États-Unis, nous dit-on, enfin, c'est ce qu'on apprend à l'école et dans les écoles, est un régime présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que nous sommes un régime parlementaire en France, je le rappelle à ceux qui l'oublieraient. Alors nous sommes un régime semi-parlementaire, voire semi-présidentiel, ce qui est la même chose en fait, astuce d'institutionnaliste. Alors aux États-Unis, on a effectivement un régime purement présidentiel. C'est un régime dans lequel finalement le pouvoir exécutif, donc en gros le président, ne peut renverser le Parlement. Et inversement, donc le Congrès, et inversement, ce Congrès n'est pas responsable devant le Parlement. Donc devant le président, oui. N'est pas responsable devant Chacun est indépendant dans sa sphère. Voilà, chacun est indépendant, ce qui peut aboutir à des difficultés, puisque il y a des crises politiques assez fréquentes du reste. Et à des cohabitations extrêmement régulières. À chaque fois, vous savez, 2 ans après l'élection présidentielle, vous avez les midterm elections, où on renouvelle une partie du Congrès, des sénateurs et la totalité des représentants. Et très souvent, quasiment à tous les coups, le président est sanctionné, parce que c'est difficile d'être à la Maison-Blanche, et vous avez une cohabitation qui s'installe. Et si vous avez, comme actuellement, une opposition qui ne veut pas travailler avec le président, ou inversement, eh bien vous avez une situation de blocage permanent. Alors le Congrès est composé de 2 chambres, c'est un régime bicaméral, donc une chambre haute qui est le Sénat. Le Sénat. Alors il y a 100 sénateurs. 2 par État. Ce qui d'ailleurs n'est pas extrêmement démocratique, puisque vous avez des tout petits États. Le Wyoming a 2 sénateurs, la Californie a 2 sénateurs. Bon, alors ça c'est le tribut au système fédéral en quelque sorte. Exactement. Et puis la Chambre des représentants, alors là beaucoup plus de députés en revanche. 435, élus pour 2 ans seulement, qui est extraordinairement court. Je crois que c'est le plus court mandat dans une démocratie occidentale. Des gens qui sont donc en campagne tout le temps. Vous imaginez, au bout d'1 an, c'est la campagne qui reprend. Sur des bases de districts, de comtés, beaucoup plus petits, 435. Et c'est là que vous avez souvent d'ailleurs les élus les plus extrémistes qui n'arrivent pas à prendre le pouvoir au Sénat, parce que c'est quand même un demi-État, donc c'est quand même plus grand. En revanche là, les découpes font que c'est là que vous avez par exemple des élus du Tea Party. Vous les avez à la Chambre des représentants, mais pas au Sénat. Alors ça c'est pour le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est donc assumé par le président, avec son administration, on va y venir à l'instant. Il faut bien comprendre que le système du gouvernement avec ses ministres, tel que nous le connaissons en France ou en Grande-Bretagne, n'existe pas tout à fait. Il existe, mais il est différent aux États-Unis. Chaque secrétaire, comme on les appelle, a son propre département. Voilà. Et il est assez indépendant, en vérité. Oui, absolument. Chacun, effectivement, est assez indépendant, beaucoup plus. Il n'y a pas de Premier ministre, en fait. Il n'y a pas un chef du gouvernement qui est là, qui piloterait. Parfois, le vice-président joue un peu ce rôle, mais ce n'est pas son rôle d'un point de vue constitutionnel. Un rôle officieux, disons. Un rôle officieux. Mais non, ils sont relativement indépendants. Le seul moment, finalement, où ils doivent quand même passer devant le Parlement, devant le Congrès, c'est au début. Le Congrès doit accepter leur nomination. C'est en général quelque chose qui se passe très, très, très simplement et très bien. Mais effectivement, après, ils ont une grande autonomie, même vis-à-vis du président. En même temps, leur pouvoir n'est pas très important. Il est bien inférieur à celui des ministres en France, par exemple. Ah oui, oui, vraiment. Et alors, surtout, il est en concurrence avec le pouvoir des propres conseillers du président. Alors, on a toujours à l'esprit des gens comme Kissinger, etc., qui ont joué des rôles vraiment très importants. Mais ces conseillers du président, effectivement, qui existent en France, mais alors qui sont vraiment très, très officieux, pour le coup. Là-bas, ils sont très officiels, très connus, très importants. Bien sûr, à la Maison-Blanche, à West Wing, oui, voilà, on en parlait tout à l'heure de la série. La fameuse série voilà, télé. Mais là, à West Wing, c'est-à-dire l'aile politique de la Maison-Blanche. Voilà, l'Ouest. C'est là qu'on a les conseillers, c'est là qu'on a le cabinet, c'est là que les gens qui font vraiment la politique de la Maison-Blanche agissent. C'est là qu'on reçoit, par exemple, les parlementaires pour essayer de faire passer telle ou telle loi. C'est là qu'on recadre tel ou tel secrétaire qui serait allé un peu trop loin dans son autonomie. C'est là que se joue le pouvoir. Et on reproche beaucoup à Barack Obama, par exemple, sur les 4 ans qui ont précédé, de s'être beaucoup appuyé sur son cabinet, notamment sur des gens de Chicago, et d'avoir vraiment largement délaissé tous les réseaux traditionnels politiques, et il se serait un peu coupé du reste. Mais celui qui s'est le plus coupé finalement du reste de la vie politique, c'était Nixon. Ah oui, qui s'était enfermé. Ses conseillers vivaient presque en autiste. Oui, ses conseillers disaient c'est le mur de Berlin. Ces 4 conseillers étaient le mur de Berlin entre lui et le monde. Donc alors là, pour le coup, les secrétaires n'avaient aucun pouvoir. Il était vraiment avec ses conseillers, qui ont d'ailleurs tous après très très mal vécu l'affaire du Watergate. Oui, et qui sont d'ailleurs devenus on peut dire des références chacun dans son domaine, mais après la présidence Nixon, malgré le Watergate. C'est assez étrange ça. Absolument. Alors le fonctionnement de ce cabinet du président des États-Unis est assez. Est-ce que c'est fixé constitutionnellement ou est-ce que c'est l'héritage de la tradition ou de la coutume? Non, c'est assez coutumier en réalité. Ah, c'est ça. Assez coutumier. Tout dépend vraiment de la capacité du président à engager un mouvement, à engager une dynamique.
Alors tout est là. C'est-à-dire qu'il faut Voilà. bien comprendre que ce cabinet est là pour réagir. Alors on revient dans notre série télé, mais c'est d'ailleurs très passionnant parce que d'épisode en épisode, on gère des crises internationales, des problèmes de santé, de très gros bouleversements politiques dans le parti, hors du parti, etc. Donc il faut réagir à tout ce qui se passe, bien entendu. Ça c'est la gestion des affaires courantes, mais qui, dans une administration exécutive comme peut l'être la Maison-Blanche, prend une importance démesurée, mais, et c'est quand même ce qu'on demande à un président, et c'est ce qu'ont su faire certains présidents mieux que d'autres, c'est incarner une certaine vision, lancer certaines idées, pousser des dynamiques. Oui, ne pas être qu'en situation de réaction. Et c'est ça. En effet. Et c'est ce qu'on attend C'est du un peu président. c'est un peu ce qu'on reproche à Obama, ça, pour le Oui, coup, alors il y a certains moments où le président peut le faire, notamment lorsqu'il prononce son discours sur l'état de l'Union. Chaque année en Il faut janvier, expliquer ce que c'est, ça, oui. chaque année en janvier, il se présente devant le Congrès réuni, donc les deux chambres, au Capitole. Donc il fait quelques centaines de mètres Oui. entre... C'est très symbolique. Voilà, à quelques centaines de mètres de Pennsylvania, 1600 Pennsylvania, qui est Avenue, qui est l'adresse de la Maison-Blanche. Il traverse National Mall et il va au Capitole prononcer un grand discours où il explique où en est l'Amérique et où elle va. Et en fait, très souvent, il parle pas vraiment aux congressmen qui sont devant lui, il parle aux Américains au-dessus de leur Qui tête. sont devant leur écran. Voilà, pour qu'ensuite ces Américains fassent pression sur leurs élus pour que le programme législatif proposé par le président ait un écho là où se joue effectivement le pouvoir législatif, à savoir au Congrès. Donc effectivement, c'est ça le travail d'un président, c'est ce que Richard Neustadt, qui est un grand penseur de la vie politique américaine, avait appelé dans un livre important en 1981, le pouvoir de persuasion. Le pouvoir présidentiel qui est si mal défini par la Constitution américaine, très peu défini, à part le rôle de Commander-in-Chief, et C'est-à-dire fait de le chef signer- des armées, en chef des l'occurrence. armées et de signer les lois, et d'avoir un droit de veto sur les lois, son pouvoir semble très limité. En revanche, par sa capacité à persuader, à imposer, à séduire parfois, eh bien là, son pouvoir peut être extrêmement important. Est-ce que l'équipe sortante, l'équipe du président Obama, a su se faire accepter des Américains? Est-ce que le secrétaire général de la Maison-Blanche, par exemple, a joué un rôle important au cours de la présidence qui vient de se passer? Alors ça a été difficile parce qu'il y en a eu plusieurs. Puis il y a eu beaucoup de mouvements à la Maison-Blanche. Il y a Et eu beaucoup de pourquoi ça, personnalités justement usées. C'est un peu un secret de polichinelle, on n'ose pas trop le dire. Mais je crois que c'est très difficile de travailler avec Barack Obama, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout cool, quelqu'un de distant, de froid, et qui s'appuie tellement sur ses amis de Chicago que certains se sont sentis un peu exclus. On parle Et- d'un clan, hein? On parle d'un clan, et beaucoup considèrent que vraiment Barack Obama n'a pas su s'appuyer sur les réseaux traditionnels démocrates. C'est le problème de l'outsider. Quand on arrive et que de l'extérieur, c'est très frais dans une campagne. Mais une fois qu'on est à la Maison-Blanche, c'est un handicap. Il faut savoir s'appuyer sur des réseaux. Kennedy avait su très bien le faire, notamment parce qu'il avait une Un peu famille. trop bien. Un peu trop bien. Et puis parce qu'il avait aussi Lyndon Johnson comme vice-président. Le vice-président des États-Unis, alors ça c'est quand même, j'allais dire l'ectoplasme, c'est pas très gentil, mais c'est quand même, c'est un drôle de poste, car vous C'est êtes un le très drôle de deuxième poste. personnage de l'État et en fait vous n'avez aucune fonction. Aucune fonction. C'est incroyable. Vous êtes en attente. En attente En de quoi attente que l'autre meure. Voilà, c'est terrible. En attente de la mort du président, parce que si le président meurt, là, c'est pas comme en France, il n'y a pas d'élections qui sont organisées. Le vice-président finit le mandat. Donc, Harry Truman, par exemple, vous savez, Franklin Delano Roosevelt meurt quelques mois après sa 4e élection, en 1945. Eh bien, Truman fera 3 ans en tant que président, parce qu'il avait été le vice-président choisi par FDR, Franklin Delano Roosevelt, en 1945. Et qu'il a fait, c'est le moins qu'on puisse dire, ses preuves brillamment face à des crises quasiment sans précédent. Oui. Il est le président des bombes sur Hiroshima et Nagasaki notamment, mais il n'est pas que cela. C'est celui du On plan en a Marshall parlé, aussi. voilà, on en a parlé sûr. récemment. On a fait une émission sur le président Truman il y a quelques semaines. Donc, j'espère qu'une partie de nos auditeurs se rappelle justement tout ce qu'on avait dit à cette occasion. On en revient là à une dimension quasi monarchique, justement. Il y a un peu le côté père de la nation. Et dans une catastrophe comme ce qui vient de survenir là avec l'ouragan, évidemment, le président des États-Unis est aussi là pour consoler, pour incarner la compassion. Il faut le dire, hein, c'est pas négligeable Oui, exact. cet aspect-là. C'est essentiel, essentiel. Dans le livre, je montre à quel point l'attente de virilité est compensée par l'attente de compassion et d'empathie. L'ouragan Sandy a permis, je crois, à Barack Obama de montrer à quel point il avait de la compassion pour les Américains, sous-entendu que Romney n'en a pas beaucoup, et en même temps qu'il était capable, en période de crise, d'être le leader que l'Amérique attend. Si même les éléments s'en mêlent. Voilà. L'Amérique dans la peau quand le président fait corps avec la nation de Thomas Negaroff. C'est édité chez Armand Collin. Et puis je rappelle donc votre ouvrage avec François Durper, Les États-Unis pour les nuls, dans la très célèbre collection des éditions First. Merci beaucoup. Merci à vous. Et dans un instant, en compagnie de Georges Ayache, nous revenons sur les personnalités de Nixon et de Kennedy.
Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. J'espère que vous frissonnez comme nous dans ce studio. I Got You Under My Skin. J'étais dans la peau de Frank Sinatra, c'était en 1963. Et c'est maintenant George Ayash, ancien diplomate, aujourd'hui avocat et spécialiste de la démocratie américaine, qui nous a rejoints. John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis. Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. There is no question, because we are in a deadly competition. Europe 1. 1h, 3h, au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand. Aux États-Unis, la première campagne présidentielle vraiment moderne remonte à un peu plus d'un demi-siècle. C'était cet affrontement historique de 1960 entre deux figures emblématiques entre toutes, Kennedy et Nixon. Ce duel et tous les autres, et au-delà du duel de 60, l'antagonisme devant l'histoire entre Kennedy et Nixon fait l'objet d'un ouvrage très fouillé de George Ayash, ancien diplomate, avocat, spécialiste des relations internationales, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir George Ayash. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux monstres sacrés de la politique américaine qui aujourd'hui encore continuent d'être un peu des emblèmes, qui du parti républicain et qui du parti démocrate. Chez les républicains, on assume à peu près l'héritage Nixon après bien des déboires et bien des difficultés. Et chez les démocrates, n'en parlons pas, Kennedy reste une véritable statue. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'ils s'affrontent en 1960, ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils ont d'ailleurs commencé leur carrière à peu près au même moment. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de symétrie et de parallélisme entre les deux pendant une bonne quinzaine d'années. Ils sont entrés en politique exactement au même moment, fin 1946, et jusqu'à l'affrontement de 1960, ils mènent des carrières très proches, empreintes de cordialité d'ailleurs, et même d'une certaine connivence. Et lors d'une campagne électorale en 1950, Kennedy remet un chèque de son père à Nixon pour l'aider dans sa campagne. Donc, qui eût cru que 10 ans plus tard... Ils allaient devenir ces espèces d'ennemis, en quelque sorte, et surtout d'emblèmes de deux Amériques qui n'ont pas grand-chose à se dire. Au cœur de tout ça, il y a les libéraux américains, évidemment, qui ne peuvent pas voir Nixon. Alors, les libéraux ne peuvent pas voir Nixon, et Kennedy ne peut pas voir les libéraux non plus. Oui, c'est vrai. Donc c'est ce qui complexifie la chose. Pendant la campagne, Kennedy aurait eu la sagesse de taire un peu ces différends avec les libéraux et de récupérer un peu toute cette aile des anciens de Stevenson, de Eleanor Roosevelt, etc. Mais au fond de lui-même, Kennedy, comme son père, détestait littéralement les libéraux. Quant à Nixon, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire, dès son entrée en politique, il s'est fait les libéraux pour ennemis. Et à la suite de deux campagnes électorales successives, notamment sa campagne de 1946 pour être représentant contre Voorhees, puis la campagne contre Madame Douglas pour le Sénat en 1950, et surtout cette grosse affaire qui a défrayé la chronique pendant des mois et des mois aux États-Unis, l'affaire Alger Hiss, qui est ce diplomate. Il faut qu'on explique un peu ce que c'est que cette affaire Alger Hiss. Alger Hiss est un diplomate de très haute volée. Il était secrétaire général de la conférence inaugurale des Nations Unies à San Francisco en mars 1945, et c'est un diplomate hors norme. Et il y avait de la graine de secrétaire d'État chez ce type-là. Au moment de la fin des années 40, il y a un climat d'espionnite aux États-Unis et on voit donc des espions de l'Union soviétique un peu partout, et notamment au département d'État. Et il se retrouve sur la sellette, Alger Hiss. Alors personne n'ose vraiment l'attaquer parce qu'il est tellement connu, il a une telle aura, etc., qu'on se dit c'est impossible, tous les journalistes sont pour lui, etc., etc. Nixon s'accroche et finit par le faire condamner pour parjure et pour le fait aussi qu'il avait trahi littéralement son pays pour les États-Unis. On s'aperçoit qu'il avait recopié des télégrammes diplomatiques sur sa propre machine. Donc il n'y a aucun doute sur son cas. Aucun doute, mais les libéraux n'ont jamais voulu reconnaître cette culpabilité. C'est étonnant. Oui. Jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, ça va même au-delà de la fin, si je puis dire, puisque après le Watergate, un an plus tard, en 1975, Nixon ayant démissionné, Alger Hiss était intégré au barreau du Massachusetts. Un type qui a été condamné pour crime. On a envie de dire la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ils sont allés jusqu'au bout dans cette affaire. Ils sont allés jusqu'au bout de cette affaire. Donc il y a une haine des libéraux envers Nixon. En même temps, Nixon n'était pas très populaire, y compris au sein de son propre parti. Il ne faut pas oublier qu'il a été le vice-président d'un Eisenhower qui ne l'aimait pas et qui ne lui a certes pas facilité la tâche. Non. Eisenhower lui a saboté même la tâche de A à Z. Il le détestait. Il n'était pas du même monde, du même milieu. Eisenhower se contentait d'apparaître. Il cantonnait Nixon aux tâches les plus subalternes et les plus ingrates, quitte après à le lui reprocher du reste. Donc non, Eisenhower a joué un jeu extrêmement trouble et
assez malsain vis-à-vis de Nixon. Alors, on comprend à vous entendre, et c'est très clair dans votre ouvrage, que vous avez pris parti entre les deux. Hein. Vous êtes clairement pour une réhabilitation de la figure de Nixon, et vous nous montrez à quel point celle de Kennedy présente ces zones d'ombre. Alors, si vous voulez bien, Georges Ayache, on va réserver cette redécouverte des deux personnages, on va réserver ce retrait des masques pour la deuxième partie, on va en parler tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur les circonstances même de cette campagne de 1960, qui est une campagne d'un type tout à fait nouveau pour l'Américain de l'époque. Tout à fait. Et puis, c'est une campagne à armes inégales a priori. On a d'un côté un vice-président depuis 8 ans, donc connu, installé, il y a une notoriété évidente, et de l'autre côté un sénateur qui n'est pas si connu que ça. Bon, avec le recul du temps, on se dit bon, il est connu. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un illustre inconnu jusqu'à la fin des années jusqu'à la fin de 1959, quoi, quasiment. C'est un illustre inconnu, mais qui a pour lui une aisance absolument extraordinaire, et notamment face à ce nouveau média de l'époque qu'est la télévision. Alors c'est ça. Ça a été la grosse surprise, si vous voulez, parce qu'on pensait que s'il y avait un candidat de l'âge de l'audiovisuel, c'était Nixon. Et oui, a priori, ça paraissait logique. Oui. Il avait fait ses preuves, il avait eu un fameux discours en 1952 où il s'était sauvé littéralement politiquement, le fameux discours de Checkers. Checkers, c'est le nom de son chien. De son chien, voilà. Il avait renversé l'opinion par un discours d'une trentaine de minutes qui avait fait pleurer tout le monde, etc. Donc, il ne craignait pas ce média et au contraire, il pensait y être très familiarisé. Pour Kennedy, c'était un inconnu total. On ne savait pas ce que ça allait être. Et Kennedy, peut-être, aurait pu être mauvais, mais ça ne se serait pas vu parce que sur le plan télégénique, ça a été un choc littéralement pour le public américain. Alors, à l'époque, non seulement la télévision fait son entrée, fait irruption dans les foyers américains, mais un certain nombre de nouvelles méthodes pour recueillir, pour grappiller des voix sont employées. C'est ce que nous racontait un des reporters d'Europe numéro 1. Nous sommes le 7 novembre 1960 et voilà ce que disait Maurice Lemay. Depuis l'ouverture de cette campagne, les deux candidats ont déployé une activité record, une activité jamais égalée encore dans une campagne pour la présidence. Le téléphone lui-même est mis à contribution. Je compose un numéro sur un cadran, un numéro qui est distribué aux gens qui veulent appeler Monsieur Nixon. Hello, this is Dick Nixon. We must have peace with freedom, and we can if we continue to show firmness and strength to the communist world. Si vous voulez que Dick Nixon vous réponde sur un sujet politique précis, il vous suffit de composer un certain numéro sur votre cadran pour l'avoir au bout du fil, ou plutôt pour avoir les disques qu'il a enregistrés. Tous les moyens sont utilisés, car à 18h de l'ouverture des bureaux de vote, la moindre voix compte. Aussi, bien que les bookmakers prennent toujours Kennedy vainqueur à 2-1, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute, on ne pourra pas avec certitude prévoir le résultat de cette 44e élection présidentielle. Ici Maurice Lemay qui vous parlait de Washington, Europe numéro 1. Ça a été un moment de très grand suspense, il faut dire, à cette campagne, avec ces débats donc télévisés, où visiblement Kennedy apparaît tellement plus à l'aise que Nixon. Oui, et puis en plus, c'est la première fois qu'un débat télévisé est organisé à ce niveau-là. Sûr, oui. Et à la grande surprise de Kennedy, Nixon accepte le principe d'un débat, ce qui est un cadeau inouï qu'il lui fait. Parce qu'il l'aurait Mais sans en avoir conscience. Sans avoir conscience, non, parce qu'il était persuadé de gagner. Donc il ne pensait pas qu'il lui faisait le cadeau de mettre le challenger au même niveau que le tenant du titre, en quelque sorte, hein, puisqu'il était le candidat sortant, même vice-président. Donc c'était sa première erreur. La deuxième erreur, c'était peut-être de bâcler un peu ce débat, de ne pas le prendre au sérieux et de ne pas le travailler comme Kennedy, lui, l'a travaillé. Et puis, il y avait cet inconnu qu'on a découverte au moment même où la caméra s'est fixée sur le gars, c'est l'image. Et voilà. L'image a fait la différence. Le conseiller en communication... La taille, la silhouette, le sourire, le regard... C'était un choc inouï. L'image télégénique de Kennedy était susceptible de faire la différence à elle seule, sans même que le premier mot ait été prononcé. Et c'est ça, tous ceux qui ont écouté le premier débat qui était décisif, hein, puisqu'il y en a eu 4 au total, à la radio, ont donné Nixon vainqueur, puisque l'argumentation était supérieure quand même, mais sur le plan télévisuel, Kennedy l'a emporté très largement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour les historiens, pour les étudiants qui ont beaucoup travaillé de ça, on parlait de ça juste avant de prendre l'antenne ensemble, le ramage se rapportait au plumage, si je puis dire. Et on nous a très longtemps présenté un Kennedy qui, sur le fond, était tout à fait le reflet de ce qu'il l'était sur la forme. De même, Nixon, du reste. Nixon a vraiment l'image d'un sale type, quand même, il faut le dire. Aujourd'hui encore en France, et pour des gens qui sont censés être plus ou moins spécialisés dans ces questions. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez, sur les images, mais c'est vrai que vous avez prononcé
prononcer le mot qui convient, il a l'image du sale type. The bad guy. Bad guy, et c'est physique. C'est déjà physique, parce que il a une tête, effectivement, de personnage de bande dessinée, quoi. Le méchant de la bande dessinée. Avec ses cheveux frisés, mal rasés, son regard qui n'est pas très franc, il faut bien le reconnaître, etc. Donc il a tous les éléments physiques qui jouent contre lui, malheureusement. Et puis, un jour, Nixon va enfin avoir son heure. Et ce sera 1968 seulement. C'est l'ironie de l'histoire, si vous voulez, parce qu'on pensait que Nixon, en 1960, était écarté du jeu politique. On l'a pensé encore plus 2 ans plus D'habitude, tard. c'est le cas aux États-Unis. Vous perdez une très grande échéance, c'est terminé. Absolument. Et en plus, circonstance aggravante, 2 ans plus tard, Nixon est battu pour l'élection du poste de gouverneur de Californie. Donc là vraiment, c'est terminé une fois pour toutes, et il le dit aux journalistes. Rayé des cadres. Voilà, vous n'aurez plus quelqu'un à voter les fesses, puisque je me retire, etc. C'est terminé. Il avait fallu des concours de circonstances, en effet, le discrédit de Johnson avec le Vietnam, progressivement, qui l'amène d'ailleurs à ne pas se représenter comme il aurait pu le faire en 1968, puisqu'il n'avait été élu qu'une fois. La première fois, il était vice-président, il avait pris la suite de Kennedy, tout simplement. Donc il ne se représente pas. L'assassinat de Bobby Kennedy lui dégage le terrain. Et donc, c'est sa chance, si vous voulez, une chance à laquelle il n'avait jamais renoncé, en fin de compte. Il pensait qu'un jour, ça reviendrait. Alors, qui se cachait derrière le sourire enjôleur du président Kennedy? Que dissimulait le rictus un peu figé du président Nixon? Nous y venons dans un instant en compagnie de Georges Ayache. Auparavant, je vous propose de nous replonger dans l'ambiance de cette élection de 1960. Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. I accept it without reservation and with only one obligation, to lead our party back to victory and our nation to greatness. Et voici que Kennedy est devenu officiellement candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. That is the real question. That is the question of the new frontier. Kennedy n'a que 43 ans. Il est sénateur depuis 1947. Il est catholique, ce qui fait dire à certains de ses détracteurs que les États-Unis, traditionnellement protestants, tomberaient sous le contrôle du Vatican. When I first saw you, with your smile so Il est très agressif, ce qui est ici une qualité. Il a la voix acide et le débit rapide. fly me to the moon. Ici Gérard Alcan à Los Angeles. What is the most important issue confronting the American people in this election campaign? There's no question about the answer that I have found in traveling all over this nation. Above everything else, the American people want leaders who will keep the peace without surrender for America and the world. Vote for Nixon and Lodge, November 8th. Depuis l'ouverture de cette campagne, les 2 candidats ont déployé une activité record, une activité jamais égalée encore dans une campagne pour la présidence. Ainsi, le sénateur Kennedy a fait étape dans 237 grandes villes. Il a parcouru quelques 120 000 kilomètres. Il a prononcé plus de 600 discours. Good evening. The television and radio stations of the United States and their... La télévision, bien sûr, est utilisée au maximum. Et sur n'importe laquelle des 4 chaînes de Washington, Dick Nixon et John Kennedy se répondent inlassablement. Aujourd'hui, c'est le jour des élections américaines, le savez-vous? Oui, bien sûr. Quels sont les 2 candidats en présence? Kennedy et Nixon. Lequel souhaitez-vous voir passer? Kennedy. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il Au déjeuner, l'aube se lève à peine sur la partie est des États-Unis et les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Ce sera, et c'est la seule certitude que l'on ait, l'un des plus jeunes présidents que les États-Unis aient jamais connu. Ici Maurice Lemay qui vous parle de Washington, Europe numéro 1. Le gérant d'une brasserie avenue Montaigne. Vous seriez américain, vous voteriez Nixon? Nixon, oui. Et croyez-vous que le résultat aura de l'importance pour la France, à votre avis? Oui, j'ai l'impression que oui. Et Nixon, c'est meilleur pour la France? Oui, j'ai l'impression que oui. Le suspense de cette bataille électorale n'a pas été à la mesure de ce qu'on attendait. M. Kennedy a peu à peu pris l'avantage sur M. Nixon et a accru son avance lentement, mais sûrement et continuellement. C'est seulement depuis 7h30 aujourd'hui, heure locale, c'est-à-dire depuis 13h30 heure de Paris, que les Américains sont absolument certains d'avoir choisi leur
Exactement 12h53 John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis. Europe 1, 1h-3h. Au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand. C'est un bel ouvrage que vient de signer Georges Hayash, Les meilleurs ennemis, à savoir Kennedy et Nixon, et le photomontage de la couverture joue du reste sur les physiques tellement différents de ces deux hommes. Alors nous venons de voir à peu près ce qu'a été, à grands traits, j'en suis conscient, ce qu'a été l'affrontement de ces deux hommes, et au-delà de l'affrontement entre Nixon et Kennedy, l'affrontement de deux conceptions même de la société et de la politique américaine. Mais ce que vous nous dites, Georges Hayash, et c'est assez passionnant, en vous concentrant d'ailleurs largement sur la figure de Richard Nixon, c'est que ce bad guy, ce sale type, cachait probablement quelqu'un de bien, au fond. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. C'est l'incarnation, si ce n'avait pas été encore une fois son physique totalement ingrat. C'est le rêve américain dont parlait Nikos Aliagas tout à l'heure. C'est le rêve américain. C'est le rêve américain. Il est issu d'un milieu extrêmement modeste, d'un endroit complètement perdu de Californie du Sud où rien ne pousse. Il se fait lui-même. Il arrive jusqu'à l'université. Il est admis même à Yale et à Harvard, mais il peut pas se le permettre parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour faire sa scolarité là-bas. On a vu tout ça dans le film où il est interprété par Hopkins. D'ailleurs, oui. Alors même si le film est plutôt à charge, mais on voit ce parcours un peu qui se fait à la force du poignet. Hein. Alors l'inconvénient de ce film, c'est de tout ramener à la relation entre Nixon et sa mère, si vous voulez. C'est un peu simple, c'est un peu de la psychologie un peu facile. C'est du cinéma. Oui, mais en réalité, il y a d'autres paramètres beaucoup plus politiques qui sont entrés en ligne de compte assez rapidement, et notamment l'hostilité inextinguible des libéraux à l'égard de Nixon et l'époque du McCarthyisme qui va cristalliser les positions des uns et des autres. Mais alors, on prend Nixon pour un anticommuniste primaire et pour un McCarthyiste, et vous nous dites pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que il n'a pas été plus McCarthyiste que beaucoup d'autres, et notamment Kennedy, puisque McCarthy était notamment... C'est quand même un peu étonnant, il faut le souligner. McCarthy était même le parrain de la première fille de Bobby Kennedy. Le père Kennedy Joseph donnait des chèques sans arrêt pour les campagnes électorales de Joseph McCarthy. Donc il y avait une connivence d'Irlandais d'ailleurs, puisqu'il était irlandais d'origine, comme les Kennedy, entre les deux. Nixon, lui, a fait que soutenir des positions anticommunistes qui étaient à l'époque tout à fait monnaie courante. Il n'y avait pas quelque chose de fantastiquement insolite. En revanche, s'agissant de personnalités qui avaient été mises sur la sellette, comme par exemple le physicien Robert Oppenheimer, Nixon prend publiquement sa défense, ce qui n'était pas du tout évident de la part d'un type qu'on qualifie d'anticommuniste primaire. Donc il ne l'a pas été, c'était dans l'air du temps d'être dur par rapport aux communistes et d'avoir une position dure surtout, puisque ça a été son credo. Si on veut traiter avec les communistes, il faut avoir une position dure à leur endroit. Ça a été vrai en politique intérieure, ça a été vrai dans sa relation avec Khrouchtchev également. Alors justement, en matière de politique internationale, vous nous présentez un Nixon beaucoup plus réaliste, beaucoup plus souple finalement et conscient des enjeux que Kennedy qui a plutôt tendance à se figer dans des pétitions de principe. Kennedy s'est longtemps cherché. D'abord, toute la famille a été impressionnée par les positions du père, qui était isolationniste, anti-interventionniste pendant la guerre, etc., etc. Et donc, c'est un vrai démocrate au sens historique du terme. Absolument. Et donc, c'est un peu à l'honneur de Kennedy, le fils, donc John Kennedy, de se démarquer progressivement des positions du père, sans pour autant avoir une vision du monde aussi claire que celle de Nixon. Nixon, dès le départ, affiche sa position et il n'en variera pratiquement jamais jusqu'à la fin, jusqu'à sa présidence et les années 70. Et pour Nixon, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est un adepte de la réelle politique. Alors, quand on dit Nixon, il y a derrière lui un certain nombre de conseillers. Et évidemment, il y a Henry Kissinger, puisque... Oui. Il y a Henry Kissinger, mais il s'est arrogé pendant longtemps le bureau, forcément. Lui, au contraire, est très médiatique, passe très bien. Oui, il est remarquablement volubile, etc. Il compense ce que le président peut avoir d'ingrat dans les médias. Mais la vision était quand même une vision de Nixon. C'est clair qu'il pensait que, après avoir été aussi dur avec les communistes, qu'ils soient soviétiques ou chinois, il avait une crédibilité à l'égard de ces régimes-là. Et donc, il pouvait se permettre de faire des pas en avant. D'où les accords SALT, d'où l'ouverture à la Chine. Sans pour autant que ces ouvertures apparaissent comme des gestes de faiblesse. Oui. Alors que Kennedy, chaque fois qu'il a essayé de faire un pas en avant, ça a été interprété à tort probablement, mais comme un geste de faiblesse. Et puis c'est vrai que c'est Kennedy qui lance l'aventure spatiale et c'est Nixon qui tire les marrons du feu. Oui, ça, c'est incontestable en 1969. Ça a été un peu ce cas-là. Alors, on parlait tout à l'heure du délit de faciès, si j'ose dire, de Nixon. Ce que vous nous dites, c'est que derrière ce côté très figé se cache en fait
une difficulté à se comporter en public qui n'a rien à voir avec le fond de sa personnalité. Vous racontez cette anecdote terrible d'un Nixon surpris par Sammy Davis au cours d'une soirée. C'est une soirée pour récolter des fonds, en fait. Oui, c'est ça, exactement, en 1972. Et donc, il est sur scène, Nixon, parlant calmement, et Sammy Davis veut lui faire une surprise devant le public et l'enlace par derrière. Comme on fait en Amérique, ça paraît normal là-bas. C'est bon enfant, c'est comme ça. Et Nixon, complètement surpris, et il y a une photo qui il y a un côté reine d'Angleterre, là, d'un seul coup. Un côté reine d'Angleterre, mais complètement figé, raide, avec un rictus, ne sachant s'il doit éclater de rire ou au contraire se contenir. Donc ça reflète complètement sa personnalité, qui est très ambiguë, qui est très calculée également. Alors en même temps, on nous présente, une fois arrivé dans le bureau ovale, on nous présente un président Nixon souvent alcoolique, caractériel, extrêmement irritable. Qu'en était-il de ça en vérité ? Non, je crois qu'on a beaucoup exagéré là-dessus parce qu'on a beaucoup diabolisé Nixon. Ouais, c'est ça, on a voulu en faire un malade mental également. Il y a eu je sais pas combien, dans la bibliographie aux États-Unis, il y a je sais pas combien de livres qui ont été consacrés au cas mental de Nixon. Ce qui est incroyable, alors que le malade dans l'histoire c'était Kennedy et pas Nixon. Alors c'est là que c'est là que vous y allez un peu fort. Vous nous dites en fait Kennedy, à contrario, c'est pas du tout ce qu'on pense. Alors ça fait quelques années quand même qu'on a un peu écorné le mythe Kennedy, qu'on nous a présenté ses rapports avec la mafia, qu'on nous a parlé de son état de santé. Vous allez très loin, vous, sur l'état de santé. Qu'avait-il exactement ? Il avait toutes sortes de choses. En fait. Alors, il est né avec un dos, ce qu'on appelait à l'époque un dos instable, c'est-à-dire une colonne vertébrale complètement délabrée qui faisait qu'il avait une jambe plus courte que l'autre, qu'il était obligé de marcher tout jeune avec des béquilles. Il n'est jamais photographié avec des béquilles, mais toute sa vie, il a dû marcher avec des béquilles. Décidément, c'est le problème des présidents démocrates. Voilà. Oui, je ne parle pas d'Obama, qui est en pleine forme. Non, mais Roosevelt, il y avait un secret d'État là aussi sur sa santé. En plus, il a contracté toutes sortes d'allergies, de maladies de céphalée, etc. Et alors, la maladie d'Addison qui attaque donc les glandes surrénales et qui provoque des déséquilibres hormonaux tout à fait importants. Et normalement, il aurait dû y passer, parce qu'on ne guérissait pas de cette maladie à l'époque, jusqu'au moment où a été inventée la cortisone, au début des années 50, c'est ce qui l'a sauvé. Mais en provoquant 2 effets secondaires. Donc Kennedy est l'enfant de la cortisone. Absolument. Sinon, il serait plus de ce monde, il aurait plus été de ce monde bien avant. Et la cortisone avait 2 effets secondaires. D'une part, lui donner un aspect physique beaucoup plus étoffé que l'aspect chétif qu'il avait et qui faisait qu'il n'était pas crédible d'ailleurs. Et puis deuxième effet secondaire, alors là, il n'en avait pas du tout besoin, c'est de décupler sa libido. Ah oui. Et ça, il n'en avait pas du tout besoin, étant donné ses antécédents. Oui, elle était déjà bien développée. Voilà. Donc ça l'a complètement déséquilibré et ça en a fait un malade sexuel. Et puis vous nous avez parlé de son père, évidemment. Il est bien sûr le produit d'une famille avec tout ce qu'elle comporte d'affaires pas très nettes. Évidemment. Non, le père a été mouillé, si on peut dire, dès le départ, dès la prohibition des années 20, avec la mafia. Et notamment avec des gros bonnets du genre Meyer-Lansky, etc. Et par la suite, il a toujours gardé ces relations-là. Il les a utilisées pour faire beaucoup d'argent, et c'était un des hommes les plus riches d'Amérique, le père Kennedy, etc. Pendant la campagne électorale de 1960, il a fait jouer à plein ses relations avec la mafia, et ne sachant pas que son fils, parallèlement, activait également des leviers de ce genre. Et notamment le levier principal peut-être, qui était le chef de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Et là, c'est toute l'histoire de l'élection de Kennedy qui est à la clé. Mais avec évidemment 2 événements historiques qui modifient à jamais l'image de l'un comme celle de l'autre, puisque l'assassinat surmédiatisé du président Kennedy en fait une sorte d'archange pour l'éternité, alors que le terrible scandale du Watergate a tendance à précipiter Nixon dans l'abîme. Absolument, c'est à croire que dans cette histoire, il y avait de la place que pour un seul héros. Et que ce héros était Kennedy et pas Nixon. Le héros de cette génération aux États-Unis, c'est Kennedy. Absolument. Ce doit être Kennedy. Ce doit être Kennedy, ça l'a été. Et puis c'est vrai. C'est de New Frontier, quoi. C'est New Frontier. Et puis malgré tous les défauts qu'a eu Kennedy, malgré toutes les dissimulations dont il a fait preuve, etc., reste à la fin des fins un élément qui est ineffaçable, c'est le charme personnel de ce type-là et le charisme de l'homme politique. Et ça, c'est quelque chose qui est inégalé à la fois aux États-Unis et probablement dans la politique mondiale. On connaît un peu les dessous de l'affaire du Watergate, on les connaît même assez bien maintenant parce que ça a fait l'objet de tellement d'émissions. Simplement, ce qu'on se demande, ou plutôt ce qu'on ne se demande pas assez, ce sont les motivations du président Nixon pour se lancer dans cette espèce d'histoire. Quel était le besoin d'aller espionner comme ça au siège du Parti démocrate ?
démocrate? Il avait un problème. Il avait tout de même un problème. Vous voyez, vous y venez, vous aussi. Non, il avait tout de même un problème, c'est que cette élection de 1960 qui était un séisme dans sa carrière. Il a fait un complexe à l'égard des Kennedy à partir de là. Et quand je dis des Kennedy, ce sont les Kennedy. Les Kennedy, puisque John était mort là depuis très longtemps. Quand John est mort, il a formé un complexe à l'égard de Bobby. Quand Bobby est mort, il a eu peur que Teddy reprenne le flambeau malgré l'affaire de Chappaquiddick. Et donc, la fin de sa carrière a été fixée obsessionnellement sur les Kennedy. D'où l'idée de paranoïa qui va se développer dans sa personnalité, c'est incontestable. Il se méfie de tout le monde. Ses conseillers font barrage, Haldeman, Ehrlichman, etc. Et il commence à faire espionner les gens, les journalistes, les libéraux, les Kennedy, bien évidemment, de proche en proche, tout le monde y passe et arrive le Watergate. Donc c'était une sorte de résultat absurde, étant entendu que son élection était largement assurée. Le Parti démocrate s'était autodétruit à l'époque. Eugene McCarthy, le candidat démocrate, n'avait aucune chance. Et d'ailleurs, Nixon l'a remporté dans 48 sur 50 États, ce qui ne s'était jamais vu dans l'élection américaine. Hein. Il n'avait pas du tout besoin de ça. Il a plongé par... Il y est allé quand même. Et puis il faudrait, mais on n'a plus trop le temps, mais il faudrait tenir compte également de ce fameux quatrième pouvoir, de cette presse qui était assez univoque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde était contre Nixon. Tout le monde était y compris la presse républicaine, ce qui paraît étonnant. Oui, y compris la presse républicaine, y compris la presse californienne, qui a préféré à la fin les Kennedy à Nixon. Et donc, lui s'est retrouvé en position, effectivement, de défense à chaque fois. George Ayache, Kennedy-Nixon, les meilleurs ennemis, c'est publié chez Perrin, et tout ça nous a rapproché un peu plus du résultat de cette nuit américaine. Merci George Ayache. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Nous allons retrouver Laurence tout à l'heure à 3h avec des nouvelles qui là deviendront de plus en plus importantes, bien entendu. Alors bravo si vous nous écoutez en direct au cœur de cette nuit américaine d'Europe 1 et merci à ceux d'entre vous qui ont choisi de nous retrouver en différé grâce à la réécoute et au podcast. Pour tout vous dire, vous avouerez que l'heure est propice aux confidences. J'ai passé moi-même une partie de l'été aux États-Unis et comme à chaque fois, j'ai été frappé par la très grande gémellité que l'on constate entre ce pays relativement jeune et nos nations du vieux continent, des nations dont il est tout de même l'émanation. Et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de noter tous les décalages, toutes les différences, grandes et petites, pour nous exotiques, finalement amusantes, que l'on relève aux États-Unis dans tous les domaines du quotidien, notamment ce rigorisme extrême, vous savez, dans toutes les réglementations, et un rigorisme qui coexiste avec une incroyable liberté de vie et de comportement par ailleurs. Cet été, les élections présidentielles n'étaient pas encore au cœur des préoccupations des Américains, mais depuis, il y a eu le réveil de l'automne et cette campagne assez âpre entre deux visions de l'Amérique et du monde. Alors laquelle va triompher cette nuit? Nous allons bientôt être fixés et récompensés de nos veilles. En attendant, je vous propose de continuer notre exploration du passé récent de l'Amérique. Le système électoral de l'oncle Sam est loin d'être parfait. Il a même fait la preuve de ses incohérences en l'an 2000 lors de la première élection si difficile, si étrange pour nous de George W. Bush. Il n'en reste pas moins, pour beaucoup de jeunes démocraties dans le monde, une sorte de référence, disons. Référence par l'ancienneté, mais aussi par la stabilité. Nous allons y revenir en compagnie de Nicole Bacharan. Après quoi, je vais demander à André Caspi la raison de cette grogne, de cette colère que l'on a sentie pendant toute la campagne électorale contre le président Obama, qui, il y a exactement 4 ans, concentrait sur sa personne tant d'enthousiasme et tant d'espoir. Vous allez me dire que ceci explique peut-être cela. Il y a sans doute eu de l'exagération dans la frénésie des hommages qui ont plu sur la tête du premier président de couleur de l'histoire des États-Unis et sans doute y en a-t-il eu aussi dans la détestation dont son administration a pu faire l'objet dans certains États. Alors, tout de suite, le système électoral, ses avantages et ses limites. John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis. Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. There is no question, because we are in a deadly competition. Europe 1. 1h, 3h, au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand.
Bonsoir Nicole Bacharan. Bonsoir. Alors c'est une nuit qui est très particulière évidemment pour tous ceux qui aiment ce système américain, ce système électoral très complexe, en tout cas vu de ce côté-ci de l'Atlantique, parce que pour les Américains évidemment c'est tout ça est tout à fait naturel et évident. Il faut dire que le suffrage universel c'est une chose très ancienne pour eux. Ils ont toujours connu le suffrage universel, mais il était quand même assez restrictif dans les débuts. Oui, tout à fait. Souvenez-vous dès début, tous les hommes sont créés égaux et donc ils ont accès au suffrage. C'était le début de la République américaine. Eh bien oui, mais déjà, vous savez que ce sont tous les hommes. D'abord, oui, ça fait la moitié de la population. Voilà, pas les Indiens, pas les Noirs et pas les pauvres. Ce sont les hommes blancs propriétaire. Et ça semble aller de soi. Alors quand on disait propriétaire, c'était propriétaire à partir d'un certain seuil c'était en général des propriétaires terriens. Il fallait avoir une ferme. Et c'est petit à petit... Un système censitaire, donc, d'une certaine façon. En fait, totalement censitaire, mais qui, avec la bonne conscience des hommes de ce temps-là, pensaient que c'était un suffrage universel. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu, effectivement, aux artisans, aux boutiquiers, et même, c'est effrayant, mais même aux pauvres, aux hommes pauvres. Ah bon, alors si on laisse même les pauvres voter, où va la démocratie américaine ? Alors ensuite, premier élargissement très important, élargissement aux Noirs, après la guerre de sécession, après la libération des esclaves. Là, on est en 1870. On est donc presque un siècle avant la loi, les Civil Rights, avant les années 1960 et les droits reconnus aux Noirs. Mais en revanche, ils pouvaient voter dès cette époque. Ils avaient le droit de voter et comme vous le rappelez très justement, il faudra un siècle pour qu'ils puissent utiliser ce droit réellement. Et particulièrement dans les États du Sud. Élargissement à l'autre moitié finalement, donc aux femmes en 1920 quand même, avant les Françaises. 25 ans avant. Voilà, et puis finalement, on l'oublie souvent, mais aux Indiens américains. Alors pas besoin d'un amendement à la Constitution parce que en 1924, finalement, on reconnaît seulement qu'ils sont aussi citoyens américains. Et dès lors, ils ont évidemment le droit de vote. Alors, on ne va peut-être pas revenir sur le système des conventions, de la désignation des candidats, etc., puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'il faut que nous étudions, en revanche, c'est l'histoire de ce collège électoral. C'est très complexe, cette élection à plusieurs détentes. À quoi sert-elle ? Alors, à l'origine, l'intention des pères fondateurs, c'était d'éloigner le président du peuple, au fond. De ne pas laisser le peuple s'exprimer à tort et à travers, voilà, parce que les pères fondateurs se méfiaient du peuple et se méfiaient aussi des hommes de pouvoir. Donc, il y avait une grande prudence et des contrôles à tous les niveaux. Et donc, l'idée, c'était que le peuple, les électeurs, désignent un collège d'hommes sages, raisonnables, éloignés des luttes partisanes. Ils ont rêvé un peu à ce moment-là et qui, eux, désigneraient finalement le président des États-Unis. Et ça, c'est fait comme ça dans un premier temps, puisque le premier président a été le général George Washington, élu à l'unanimité de ce collège électoral en 1789, réélu 4 ans plus tard, mais à peine avait-il quitté le pouvoir, évidemment les partis politiques se sont emparés de la bataille et il n'a plus été question d'hommes sages et d'écrans et de quoi que ce soit, mais honnêtement de batailles extrêmement dures du début à la fin. Oui, c'est des batailles parmi les plus âpres qu'on connaisse dans le monde, en fait. Il ne faut pas oublier. C'est très, très dur, une campagne américaine. Absolument. Alors, un de nos grands héros historiques, Thomas Jefferson, a connu toutes les étapes, lui. Il n'avait pas suffisamment de suffrage populaire, donc de vote d'électeurs américains. On est en 1800, là, à l'époque du consulat en France. Tout à fait. Donc, il ne l'emporte pas clairement, bien loin de là. Ils sont 3 ou 4 plus ou moins au coude à coude. Donc, le collège électoral, ces grands électeurs désignés dans chaque État par les votants américains, ne peut pas se départager. 2 candidats sont à égalité. Ça, c'est la limite de ce système. C'est qu'effectivement, à partir d'un vote qui, lui, est clair à l'origine, on se retrouve avec
des égalités en quelque sorte. Exactement. Là, Thomas Jefferson est à égalité avec un ou deux de ses concurrents. Et donc, le vote passe en dernier recours à la Chambre des représentants. Et pour départager ce grand homme, d'hommes peut-être un peu moins grands, puisqu'on ne les a pas retenus. On ne sait même plus leur nom. 36 tours de scrutin, quand même. 36 tours de scrutin. Alors, ce qui nous reste aujourd'hui de ce système, c'est ces poupées gigognes, en quelque sorte. Les Américains votent, comme vous et moi, si j'ose dire, dans leur État. Les votes sont comptabilisés au niveau national, donc on a ces fameux pourcentages, 49, 51, 50, 50. Alors on voit tomber les États, si je puis dire, l'un après l'autre. C'est ce qu'il y a d'amusant d'ailleurs dans ce qui est en train de se passer en ce moment même. Hein. Voilà, parce qu'après on compte au niveau de l'État. Et tel État a voté en majorité démocrate ou en majorité des républicains. Et à ce moment-là, tous les grands électeurs désignés dans cet État, sont entièrement raflés, si j'ose dire, par un camp ou par l'autre. Avec toutes les distorsions que cela peut induire, c'est-à-dire qu'on peut être élu président des États-Unis avec une minorité de voix. Ça peut arriver, puisque certains États, les petits États en particulier, valent par rapport au nombre de voix Ils ont plus cher. de poids. Bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'un électeur de Wyoming, honnêtement, il pèse plus qu'un électeur de Californie, puisqu'il y a un système d'équilibrage pour que même les petits États pèsent dans le système. Donc, ça veut dire que ces petits États sont très courtisés pendant les campagnes ? Très courtisés et qui sont pas prêts de lâcher leurs prérogatives. Je peux vous le dire, car ça amène de l'attention, la visite des candidats, du travail pour les hôteliers, la mise en avant de questions qui les concernent eux particulièrement. Ce sont souvent des États évidemment agricoles. Et en effet, il y a eu 4 instances, 4 élections, sur 55 quand même, où le président qui a été élu, au fond, était majoritaire en grands électeurs, mais non pas majoritaire en voix. Alors on a vu peu à peu évoluer la façon pratique de voter. Évidemment, pendant très longtemps, on était épatés en France de voir les Américains voter avec des machines. Ça, pour nous, ça paraît une chose incroyable. Alors, c'est vrai qu'ils votent pour beaucoup d'élections le même jour. Hein. On élit le président, on élit un tiers du Sénat, l'ensemble de la Chambre des représentants, beaucoup d'élections locales. On se déplace pas pour rien. Hein. Ah, non, on n'est pas déçus. Vous avez les gouverneurs, les shérifs, les membres du conseil académique, les conseils municipaux, les parlements locaux, puisqu'il y en a, ce qui aboutit à des bulletins de vote qui ressemblent pas aux nôtres. Hein. C'est plutôt des cahiers avec plusieurs pages où on coche, où selon les machines on fait des trous. Et il y a aujourd'hui les écrans digitaux, alors c'est quand même nettement plus moderne, mais qui ne laissent pas de traces papier. Donc en cas de contestation, même en cas de bug, on aurait bien des difficultés. Et des bugs et des contestations, on en a connu il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous cette élection de 2000 où George W. Bush a été élu, mais après des jeunes années, non, mais des journées et des journées de comptage et de recomptage. Cette fois, la bataille électorale est bel et bien terminée aux États-Unis. 36 jours après le scrutin, les Américains savent enfin qui va succéder à Bill Clinton. Ce sera George Bush, 24 heures après la décision de la Cour suprême fédérale d'interdire les décomptes manuels en Floride. Al Gore est intervenu cette nuit à la télévision pour reconnaître sa défaite et admettre la victoire de son adversaire. Al Gore, traduit par notre correspondant Jean-Bernard Cadier. Let there be no doubt. While I strongly disagree with the court's decision, I accept it. Qu'il n'y ait aucun doute, je suis en profond désaccord avec la décision de la Cour suprême, mais je l'accepte. J'accepte la fin de cette procédure qui sera ratifiée lundi prochain dans le collège électoral. Et ce soir, pour l'unité de notre peuple et pour la force de notre démocratie, je reconnais ma défaite. I say to President-elect Bush, je dis au président élu Bush que ce qui reste de rancœur partisane doit être mis de côté. and may God bless his stewardship of this country. Et que Dieu bénisse sa conduite de ce pays. C'était quand même pas une élection très glorieuse. Hein. Non, c'est terrible. ça n'était pas glorieux. Et c'est au fond le moment où on a découvert qu'une grande démocratie comme les États-Unis était loin d'avoir une élection fiable. Et que quand, au fond, la marge est nette, cela n'a aucune espèce d'importance. Oui, c'est sûr qu'en 84, on se posait pas de questions. Avec 60% pour le président Reagan. Voilà, il y a beaucoup d'élections. De toute façon, quelques centaines de milliers de voix ici ou là ne font aucune différence. Ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est
c'est étonnant, c'est qu'on a connu dans l'histoire un grand nombre de ballottages de cet ordre. Par exemple, en 48, on annonce qu'en fait, ce n'est pas Truman qui se représentait, le vice-président de Roosevelt qui venait déjà de faire 3 ans et demi de mandat. Ce n'est pas lui, a priori, qui aurait été élu. Absolument. Il y a une très célèbre du Chicago Tribune qui annonce que l'autre candidat a battu Truman. Dewey a battu Truman. Et donc, le lendemain, on voit partout, à la une des journaux, photos de Harry Truman triomphant, tenant à la main le journal précédent, annonçant sa défaite. Il faut être prudent et pour la presse écrite, c'est parfois très difficile d'avoir la bonne une le lendemain matin. Après Truman, c'est le président Eisenhower qui fait campagne. Alors là, c'est la première grande campagne moderne. Est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'en fait, c'est la première campagne où véritablement la télévision commence à prendre sa place. Là, on est en 1952 et beaucoup d'Américains commencent à avoir la télévision chez eux. Télévision et Star System, puisque le général Eisenhower, c'est le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale quand même. Donc, c'est une vraie star. En plus, il est charismatique, il a un sourire extrêmement chaleureux. Voilà, Ike pour Dwight, ne me demandez pas pourquoi. Et il pose avec sa femme et son chien. Et il fait ses premiers essais de communication télévisée qui aujourd'hui sont touchants, je dirais, parce que il fixe son papier. En fait, il lève à peine les yeux. Il y a une maladresse qui nous ramène justement aux années 50. Et puis ses premières publicités. Je revois un petit dessin animé qui défile et qui chante I like Ike, I like Ike. Voilà, ça paraît très innocent par rapport aux campagnes d'aujourd'hui. Et en 56, lorsqu'il se représente, il a déjà pris vraiment du poil de la bête et on sait qu'il a réussi à dompter les médias. C'est assez spectaculaire l'évolution en 4 ans de temps du reste. Alors nous continuons avec vous, Nicole Bacharan, à nous promener dans toute l'histoire. Bernstein, c'était en 1957. Et tout de suite, nous retrouvons notre invité d'honneur, Nicole Bacharan. Europe 1. The American people want leaders. Au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand. Tout à l'heure, en compagnie de Georges Ayache, nous avons revécu de l'intérieur le duel terrible entre Nixon et Kennedy. Donc on va, si vous voulez, sauter à pieds joints sur cette élection et en venir à la réélection du vice-président de John Kennedy, donc de Johnson. Ça a été alors une campagne homérique, Nicole Bacharan. Ça a été très très particulier. Donc nous sommes en 1964. Lyndon Johnson a évidemment succédé à John Kennedy dans des circonstances absolument dramatique, et il représente Kennedy. Voter Johnson, c'est rendre hommage en quelque sorte à Kennedy. En fait, on vote au moins autant pour Kennedy mort qu'on vote pour Johnson vivant, d'autant plus que le personnage est assez discutable, évidemment, et les gens le savent. Et d'ailleurs, Johnson et Kennedy ne s'aimaient pas, c'est le moins qu'on puisse souvent en le dire. cas entre le président. Ça, il faut peut-être en profiter pour parler de cet aspect du ticket. C'est-à-dire qu'on vote pas pour un candidat, on vote pour un ticket. Un président et un vice-président, et 9 fois sur 10, les deux ne se supportent pas, il faut bien le dire, puisqu'ils ont été souvent candidats aux primaires et de toute façon rivaux. Rivaux, ils essayent de rassembler l'électorat. En faisant semblant du jour au lendemain de bien s'aimer. Et la fonction du vice-président n'existe pas. Il n'en a d'autre officiellement que d'attendre la mort du président. Ce qui est bizarre. Et puis parfois on lui confie des responsabilités. Ça n'était pas le cas de Johnson, que Kennedy a tenu à l'écart autant qu'il l'a pu. Et Johnson disait, chaque fois que je rentre dans son bureau, j'ai l'impression d'être un vautour qui vient vérifier s'il bouge encore. C'est toujours en bonne santé, ce qui n'était pas le cas du reste. D'ailleurs, ce qui n'était pas le cas, et puis on sait que ça s'est terminé tragiquement. Mais c'est vrai que Johnson, avec tout son côté extrêmement retors, voire pervers, a quand même repris ou même beaucoup développé les grands projets sociaux de Kennedy, notamment le soutien aux droits civiques des Noirs. Ce dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, et la guerre contre la pauvreté, qui est vraiment un projet de Johnson beaucoup plus
qu'un projet Kennedy. Et en même temps, il essaye en 1964 de rassembler les morceaux, j'ai envie de dire, totalement disparates du Parti démocrate, qui au nord représentent plutôt des gens progressistes, ouverts, un peu les élites blanches du nord, et au sud de France ségrégationniste, très hostile aux droits des Noirs, qui votent démocrate non par vocation, mais par tradition. La tradition, c'est que le parti républicain, c'est celui de Lincoln, de la guerre de sécession, des Yankees, de l'ennemi. Et donc en 64, il faut beaucoup d'acrobatie et de brutalité à Johnson pour rassembler tout le monde dans un camp qui est au bord d'éclater quand même. Et qui éclatera du reste, et qui éclatera sous la poussée de Reagan plus tard, 15 ans plus tard, parce que la personnalité sudiste, si je puis dire, ensoleillée de Reagan va permettre de faire basculer ces démocrates un peu traditionnalistes du Sud dans le camp républicain. Mais enfin ça, n'allons peut-être pas trop vite en besogne. Il faut dire que les républicains, au moment de l'élection de 64, sont particulièrement radicaux. Donc ça facilite la tâche à Johnson. Tout à fait. Le candidat qui est en face de lui, c'est Barry Goldwater. Et Barry Goldwater de l'Arizona est plus qu'un ultra-conservateur. C'est un faucon comme l'on n'en a pas vu depuis. C'est quelqu'un qui non seulement prône à la manière républicaine le désengagement de l'État, une espèce de darwinisme un peu économique, mais en plus l'usage de l'arme nucléaire d'une manière qui semble assez imprudente. Et d'ailleurs, les démocrates en font usage avec une publicité qui est restée un modèle, en tout cas qui est restée historique dans les publicités négatives. Elle s'appelle Daisy pour Marguerite et on voit une petite fille, genre 3-4 ans, assise dans un champ qui effeuille une marguerite et on compte 4, 5, 4, 3, 2, 1 et au 0. L'image disparaît dans un champignon nucléaire. Ah oui. Voilà, donc voilà. Est-ce que le message étant, est-ce que vous voulez ça avec Goldwater? Parce qu'on peut utiliser la publicité négative dans un cadre électoral aux États-Unis. Ça aussi, c'est très exotique pour nous, bien entendu. On dit du mal du concurrent à la télévision. Absolument. Et c'est très difficile de limiter. Il faudrait vraiment une incitation très personnelle à la haine, à la violence, pour qu'on puisse l'interdire. Les publicités négatives, en général, on dit qu'elles ne font pas d'effet parce que les gens sont saturés, que les deux camps s'équilibrent là-dedans. Mais de temps en temps, il y en a une qui marque, une qui fait la différence. La pépite pour les gens qui travaillent dans la communication. Il y en a quelques-unes qui sont restées comme ça dans l'histoire. Et donc, c'est pour ça que les Américains encore aujourd'hui sont inondés de publicités qu'ils ne regardent pas parce qu'il y a des armées de communicants qui cherchent la formule magique qui parfois arrive. Alors, c'est assez étonnant de voir à quel point le climat politique, ça c'est assez normal, mais surtout les événements extérieurs pèsent sur ces différentes campagnes. On a presque l'impression, lorsqu'on voit ça avec un peu de recul et lorsqu'on reprend toutes les élections, comme nous sommes en train de le faire en ce moment, que finalement ce sont les événements du moment qui ont voté au moins autant que l'intérêt des Américains pour tel ou tel candidat. On a parlé de l'importance du contexte et de la mort récente du président Kennedy pour la réélection du président Johnson. En l'occurrence, on peut dire aussi que si Nixon est élu, c'est en grande partie grâce à la guerre du Vietnam. Oui, complètement. Il est élu sur un grand slogan, la loi et l'ordre. Car c'est 1968, c'est une année absolument tragique aux États-Unis, l'année de l'assassinat de Martin Luther King, de l'assassinat de Bob Kennedy. Oui, bien donc sûr. Un parti démocrate, totalement démoli. Je ne vois pas d'autres termes. Année aussi des Jeux Olympiques de Mexico. Souvenez-vous, avec les athlètes noirs qui montrent le poing au drapeau étoilé. Année où il y a 500 000 GI au Vietnam. Disons-le, l'année de la peur aux États-Unis. Absolument. Et en plus, des émeutes raciales qui font des dizaines de morts dans les grandes villes américaines. Quand il est réélu, et triomphalement, il faut le dire, en 1972, Nixon, dans les 2 dernières semaines de la campagne, a sorti de son chapeau la perspective de la paix toute proche au Vietnam. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. On ne savait pas s'il allait se représenter du reste. Écoutez, il s'est représenté et il a mis le petit doigt dans un engrenage fatal puisque dans sa volonté de gagner, il a fait, souvenez-vous, placer des petits micros au sein du QG démocrate dans un immeuble dont on n'oublie pas le nom puisque c'est le Watergate. Et l'affaire est sortie tout à fait à la fin de la campagne électorale. C'était quelque chose d'assez marginal. La Maison-Blanche a dit « Mais non, absolument pas. Comment vous pouvez vous nous soupçonner ?» On sait que 2 ans plus tard, l'enquête
enquête aura pris beaucoup d'ampleur et coûté la présidence à Richard Nixon. Et c'est donc son vice-président qui prend les manettes. C'est Ford, décidément. On voit beaucoup de vice-présidents qui deviennent présidents. Ça a été le cas de Truman, ça a été donc le cas de Johnson, maintenant le président Ford. Et alors le président Ford, il va se contenter d'un demi-mandat, lui. D'un demi-mandat. Et alors c'est vrai que les Américains l'ont été reconnaissants d'avoir repris la dignité de la fonction et tenu les rênes de la maison, si j'ose dire, dans une période de secousse extrême. On n'avait jamais vu une destitution. Enfin, il est parti juste avant la destitution, Richard Nixon. Mais Gerald Ford est le seul président américain qui n'avait pas été élu du tout. Nous avons parlé ensemble, Franck, de ce ticket président plus vice-président. On vote aussi pour le vice-président. Richard Nixon avait déjà perdu son vice-président en route, Spiro Agnew, qui avait démissionné pour cause de corruption. Donc Nixon, décidément, Nixon avait désigné, là c'est suivant la procédure d'ailleurs, un remplaçant, Gerald Ford, qui avait été confirmé par le Sénat, mais qui n'avait pas du tout subi l'épreuve du suffrage populaire. Et je pense que les Américains l'en ont voulu, malgré tout, de cela, et qu'ils ont choisi le camp démocrate en 1976, où donc Jimmy Carter a été élu contre Gerald Ford. Est-ce que c'est une alternance naturelle, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a des périodes plus républicaines ou plus démocrates avec des exceptions? D'après vous, Oui, tout à fait. Moi, je suis cette seconde explication. C'est vrai que l'élection, alors je remonte un peu en arrière, mais l'élection de Franklin Roosevelt en 1932 a lancé une grande période démocrate, où vraiment pendant des décennies, même s'il y a des petites variations, notamment au Congrès, les démocrates ont vraiment nettement dominé. Au fond, le point le plus bas pour les républicains, ça a été 1964, Lyndon Johnson contre Goldwater, Goldwater, je crois, fait 37%. Et à partir de là, le parti républicain se reconstruit, construit une pensée de droite cohérente, conquérante et beaucoup plus en phase avec l'évolution de... Une doctrine de pouvoir. Voilà, une doctrine de pouvoir avec ces fameux think tanks notamment, qui apportent réellement des idées qui peuvent faire concurrence. Et à partir de 1980 et de l'élection de Ronald Reagan, on est dans une période où au fond, les républicains dominent le débat, même si on a 8 ans de présidence Bill Clinton. Bill Clinton ramène son parti nettement vers le centre droit. Oui, tout a glissé vers la droite. Exactement. En quelque sorte. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'élection de Ronald Reagan, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques qui arrivent au pouvoir. Ce sont des communicants plus que des politiques en quelque sorte. On a l'impression que c'est l'ère des acteurs. Et alors ensuite, il y aura Bill Clinton, il y a maintenant Barack Obama. Ce sont des bêtes de scène, si j'ose employer l'expression. Ah, mais totalement, c'est l'expression qui convient. Et si l'on regarde aujourd'hui les images et peut-être, je dirais plus encore, les interventions à la radio, ce qui doit vous toucher directement, de Ronald Reagan. Mais ne nous occupons pas de politique. Non, mais c'est à titre personnel. Grand art. Ouais. C'est du grand art. C'est extraordinaire. Cette voix veloutée qui va chercher les lecteurs chez lui, en fait. Absolument. C'est exactement ça. Les interventions radio, il commence toujours par vous raconter son histoire. Alors ce matin, je me suis levée, je pensais à telle chose, telle autre, et je vois dans mon jardin. Et il vous défait tout un développement qui ne concerne que vous, qui l'écoutez dans votre cuisine ou votre salon, et à la fin vous dites mais oui, évidemment. Il y a une chaleur, il y a une personnalité, il y a une manière de s'adresser qu'à une personne parmi les 10 000 qui sont là. Et je dois dire que je trouve qu'en matière de communication, son véritable successeur, c'est Bill Clinton. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Merci à vous. Je rappelle donc votre guide des élections américaines qui vient d'être republié. Alors pour tous ceux qui voudraient comprendre ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer cette nuit, il faut aller le lire. Pour les autres, c'est-à-dire Bill Clinton et puis George W. Bush, le père de George W. Bush aussi, etc. Jusqu'à aujourd'hui, nous accueillons dans un Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Il est 2h36 maintenant sur Europe 1. C'est toujours une joie de recevoir André Caspi. Europe 1. The American people want leaders. Au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand.
Et oui, nous nous rapprochons du moment où l'on va savoir qui est le nouveau président des États-Unis, ou si le président Obama commence un deuxième mandat dès ce soir. Bonsoir André Caspi. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, nous avons maintenant balayé à peu près tout le champ de l'histoire politique des États-Unis et nous en étions arrivés à peu près au mandat du père de George W. Bush, de ce premier George Bush, qui a un peu disparu dans l'histoire, si je puis dire. Alors, il est le président, évidemment, de la guerre en Irak, mais on a presque oublié sa présence alors qu'il a d'abord été le vice-président de Ronald Reagan. Oui, bien sûr. Il a joué un rôle important, George Bush, le père, puisque avant même d'être le vice-président de Ronald Reagan, il avait exercé de très hautes fonctions. Il a même été pendant un temps directeur de la CIA. C'est un homme qui a une très forte expérience internationale, à la différence de son fils, en tout cas de son fils lorsque le fils accède à la présidence. Oui, bien sûr. Ça veut donc dire que cet homme avait tout pour succéder à Ronald Reagan, ce qui n'est pas très facile, parce que en 1988, lorsqu'a lieu l'élection qui suit le deuxième mandat de Ronald Reagan, ce qu'on peut dire, c'est que Reagan est très populaire. Et si la Constitution le lui avait permis, il aurait sans aucun doute obtenu un troisième mandat. Mais la Constitution le lui interdit. Alors George Bush, le père, qui était le vice-président, devient candidat républicain, gagne l'élection contre un démocrate qui a pour nom Michael Dukakis, qui avait été gouverneur du Massachusetts, et George Bush, le père, engage notamment cette guerre d'Irak en 1991, qui se termine par un succès rapide. C'est-à-dire que en mars 1991, George Bush est très populaire, il a gagné la guerre, par conséquent, tout le monde pense que l'année suivante, il n'aura aucune difficulté à renouveler son mandat. Oui. Et ce qui voudrait dire 16 années d'administration républicaine. Oui. Mais pourquoi pas? Au fond, c'est arrivé d'autres fois. C'est arrivé du côté démocrate. Oui, rappelez-vous Franklin Roosevelt plus Truman. Donc ça n'avait rien d'extraordinaire. Sauf que George Bush a cru que sa victoire au Moyen-Orient suffirait. Il n'a pas compris l'importance de l'économie, d'abord, et c'est la raison pour laquelle Bill Clinton a axé toute sa campagne sur la question économique. Vous savez, avec cette fameuse réflexion « The economy is stupid », c'est-à-dire c'est idiot, mais il faut vraiment s'intéresser à l'économie avant tout. Et d'autre part, George Bush a été désavantagé parce qu'on oublie toujours qu'il y avait un troisième candidat. Et voilà, bien sûr. Et ce troisième candidat, Ross Perot... Ça, pour le coup, ça n'est pas une tradition américaine. Non, ça n'est pas, mais ça arrive de temps en temps. Et oui. surtout, ce qui s'est passé, c'est que Ross Perot a quand même obtenu 20% des suffrages populaires. Et une grande partie de ces suffrages ont été, en somme, arrachés à George Bush, qui autrement aurait pu être réélu. Au total... George Bush a obtenu 39% des suffrages populaires, Bill Clinton 43%. Ce qui veut donc dire que les deux hommes ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Et sans Ross Perot, vraisemblablement, George Bush aurait été réélu. Et ce Ross Perot avait plus ou moins la faveur des médias français, d'ailleurs, à l'époque. Il faut dire que nous avons tendance assez souvent de ce côté-ci de l'Atlantique à miser sur le mauvais cheval dans les élections américaines. C'est assez étrange. Bill Clinton entre donc à la Maison-Blanche avec ce style qui est une sorte de style néo-Kennedy, assez étudié du reste. Oui, Bill Clinton est un politicien qui connaît bien le système politique. Il a été élu, réélu plusieurs fois gouverneur de l'Arkansas et il sait aussi plaire à ses auditeurs, il sait plaire aux téléspectateurs. C'est un homme chaleureux, c'est un homme sympathique. C'est le contraire du Nixon que nous venons de voir, justement, qui avait un problème avec cette image. Et en plus, Bill Clinton était toujours accompagné de son épouse, parce qu'il n'y a pas encore eu le scandale Monica Lewinsky. Voilà. Donc on ne sait pas très bien quelle est la vie privée de Bill Clinton. Ce qui fait dire à Bill Clinton, si vous m'élisez, au lieu d'un Clinton, vous en aurez deux. C'est ce qui veut dire que il forme couple. Et l'ambition d'Hillary Clinton, dès cette époque, devient légendaire. Hein, oui, bien sûr, parce qu'ils sont ensemble. Ça n'est pas simplement Bill qui gagne, ce sont les Clinton qui l'emportent. Et les Clinton vont donc mener 2 mandats, l'un et l'autre.
avec, comme vous l'avez laissé entendre à l'instant, avec cet énorme scandale d'une nature tout à fait inhabituelle dans la démocratie américaine, ce scandale sexuel autour de Monica Lewinsky. Alors évidemment, ça c'est la grande affaire qui éclate d'abord non pas avec Monica Lewinsky, mais avec d'autres dames qui ont cédé leur faveur ou laissé faire Bill Clinton. Mais à partir de 1998, alors ça c'est le grand scandale avec Monica Lewinsky, c'est le procès en impeachment, c'est-à-dire que Bill Clinton est à deux doigts... Ça recommence comme en 73. Oui, il est à deux doigts d'être révoqué. Et révoqué tout simplement, non pas parce qu'il a eu une aventure sexuelle avec Monica, mais c'est parce qu'il a menti. Mentir alors que l'on est sous serment, le fameux parjure américain, est considéré véritablement, je dirais, comme une faute morale très grave et comme un crime politique. Alors, il n'a pas été révoqué, mais quand il quitte la présidence en 2001, il est un homme diminué, un homme politique dont on pense que la carrière est absolument terminée, mais n'oubliez pas qu'il forme équipe avec son épouse. Et par conséquent, elle prend le relais. Et elle prend le relais même avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche, puisqu'elle devient sénatrice de l'État de New York en 2000. C'est-à-dire une année avant que Bill Clinton ne prenne sa retraite. Ce qui veut dire que un Clinton succède à l'autre, ou presque. Alors, elle n'est pas présidente, c'est vrai. Mais dans les médias, qu'elle le sera. Mais dans les médias, elle occupe une place particulière. Et bien entendu, il semblerait qu'il y ait eu un accord entre les deux époux. Si ce n'est pas moi, ce sera toi. Si ce n'est pas toi, ce sera moi. C'est-à-dire qu'au fond... Hillary Clinton a considéré qu'elle était naturellement le successeur de son mari, qu'il suffisait d'attendre un peu et qu'elle parviendrait à entrer à la Maison-Blanche. À revenir à la Maison-Blanche. Parce que pour elle y a d'abord été. Elle y a déjà vécu pendant 8 ans. Ouais. Alors, en 2000, à l'issue d'une élection pour le moins contestée, George W. Bush, le fils de George Bush, s'installe à son tour à la Maison-Blanche. Et alors là, ça va être un double mandat difficile, objectivement difficile, parce que très vite, il est confronté au terrorisme et à cette affaire du 11 septembre. Dans l'année où George Bush prend ses fonctions, c'est-à-dire en 2001, il y a les attentats du 11 septembre. Et subitement, George Bush devient extrêmement populaire. Et évidemment, il est l'homme de la situation. Sa cote de popularité, après les attentats, dépasse 80%. Et quand on pense que 8 ans plus tard, la cote de popularité est aux environs de 20%, vous voyez comment les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'il est devenu un président très impopulaire à la fin du deuxième mandat, parce qu'il en a quand même obtenu un second, notamment en 2004, en battant un démocrate qui a pour nom John Kerry. Impopulaire du fait de son entourage, de ses néoconservateurs, du fait de son engagement religieux, du fait de... Est-ce qu'on peut expliquer cette impopularité ? Tout cela est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il est d'abord populaire parce qu'il mène la guerre contre Al-Qaïda, et il est beaucoup moins populaire à mesure que se déroule la guerre en Irak, puisque c'est quand même lui qui est responsable de l'engagement américain en Irak à partir de mars 2003, ce qui ne l'empêche pas d'être réélu en 2004 d'ailleurs, et il est impopulaire aussi parce qu'il est entouré par des néoconservateurs qui estiment que les États-Unis doivent apporter la démocratie partout dans le monde. Il est impopulaire parce qu'il est soutenu par 60 millions d'évangéliques qui ont des conceptions religieuses particulièrement intransigeantes. Tout cela fait que l'Amérique se divise en deux. Il est l'expression d'une des deux Amériques et non pas le rassemblement des Américains comme doit l'être un président. Ces deux Amériques qui continuent Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. There is no question, because we are in a deadly competition. Europe 1. 1 heure, 3 heures, au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Franck Ferrand.
Et nous sommes en compagnie d'André Caspi, auteur de Barack Obama, la grande désillusion chez Plomb. C'est le dernier d'une longue série d'opus que vous avez consacré aux États-Unis et à leur politique, André Caspi. On va venir à Barack Obama dans un instant. Juste un mot encore sur ces deux Amériques dont vous parlez. Est-ce qu'on peut dire que, on dit toujours en France que le pays est coupé en deux, qu'il y a en quelque sorte une France conservatrice et une France progressiste. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Est-ce que les deux partis, républicains et démocrates, recouvre la dualité américaine? On dit que près de 40% des électeurs aujourd'hui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense que les partis ne sont pas représentatifs de cette division de la société. Les partis ne sont pas aux États-Unis de la même nature que nos partis politiques. Ils sont moins idéologiques et plus sociologiques. Beaucoup moins idéologiques. Mais il se trouve que le Parti démocrate rassemble plutôt ceux que les Américains qualifient de libéraux, c'est-à-dire ceux que nous dirions plutôt progressistes, plutôt favorables à un changement de la société, tandis que les républicains, eux, ont recueilli le Tea Party, et le Tea Party est très conservateur, ce qui veut dire que là, on va retrouver une sorte de division, j'allais dire gauche-droite, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais comme division parce que ça ne correspond pas aux États-Unis. Mais ça veut dire malgré tout qu'il y a dans cette guerre des cultures un fossé qui s'est créé aux États-Unis, alors que toute l'histoire des États-Unis, depuis la rédaction de la Constitution, repose sur l'idée de compromis. Il faut un compromis, il faut un rassemblement. Le président des États-Unis doit être celui qui rassemble derrière lui de la nation, une majorité d'Américains. Et ça n'est plus le cas. Et voilà en somme la nouveauté qui explique les difficultés de gouverner le pays. Nous venons de parler des deux présidences de Bill Clinton et de George W. Bush. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les anciens présidents n'ont pas le même rôle aujourd'hui, puisqu'on voit Bill Clinton très présent dans la campagne de Barack Obama, alors que on n'a pas vu du tout George W. Bush aux côtés de Mitt Romney. Alors ça s'explique, c'est-à-dire que d'abord Bill Clinton a été un adversaire de Barack Obama. Certes. Au cours des primaires de 2008, il défendait bec et ongle son épouse, et par conséquent, il a prononcé parfois des paroles très dures à l'égard d'Obama. Il l'accusait même de manquer d'une stature présidentielle. Alors Bill Clinton s'est rallié, et aujourd'hui c'est l'un des atouts majeurs de Barack Obama, on l'a bien vu lors de la convention démocrate c'était spectaculaire, tout début septembre. Alors, tandis que George Bush, il traîne encore derrière lui cette impopularité qui a marqué la fin de son second mandat. Donc le candidat républicain n'a aucun intérêt à s'appuyer sur George Bush. Au contraire, il doit dire « je ne suis pas George Bush, je suis mieux que George Bush ». Il doit s'en distinguer très clairement. Et déjà, en 2008, l'autre candidat républicain qui a été battu par Obama, c'est John McCain, tenait le même raisonnement. Il ne souhaitait pas que George Bush figure à ses côtés. Donc George Bush, c'est un peu, si vous voulez, le président caché, celui que l'on ne veut plus montrer. Mais je vais vous avouer une de mes idées favorites. Je crois que encore quelques années et on réhabilitera George Bush comme on a réhabilité d'autres présidents. Nixon, dont on parlait tout à l'heure. Nixon, mais remonter un peu plus loin, Truman par exemple. Bien sûr, Truman qui a été jeté littéralement aux orties à la fin de son mandat et qui, dans les années 70, devient un véritable héros de l'histoire des États-Unis. Alors le héros, a priori, ce devait être Barack Obama. Je me rappelle que dans ce même studio, il y a exactement 4 ans, au cours de la même nuit américaine, tout le monde attendait comme une sorte de révolution planétaire l'élection de ce noir, en tout cas de ce métis, à la tête des États-Unis. Et ce que vous nous dites à longueur de page extrêmement franche, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que Barack Obama n'a pas tellement rempli son contrat. Il a beaucoup promis. Oui, voilà. Il a trop promis. Et parce qu'il a trop promis, il ne peut pas tout tenir. Ça va de soi. C'est-à-dire qu'entre les promesses d'une campagne et les réalités de l'exercice du pouvoir, il y a nécessairement un fossé. Donc le résultat de tout cela, c'est que en 2008, Barack Obama était un homme tout neuf. On ne se savait pas ce qu'il allait faire. Il n'avait aucune expérience. Il n'avait surtout pas de bilan.
Et voilà. Tandis que 4 ans plus tard, il a un bilan. Et c'est sur ce bilan qu'on le juge. Et c'est pour cela que, bien entendu, sa cote de popularité n'est plus la même qu'il y a 4 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit descendue aussi bas que celle de George Bush en 2008. Non, loin de là même. Non, oui. mais il n'empêche que aujourd'hui, il est au coude à coude, ou il a été au coude à coude avec George Romney, et on attend avec impatience. C'est ce qui va rendre si passionnante les résultats de cette élection. Les heures qui viennent vont être passionnantes parce que on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer. C'est assez extraordinaire ça. Ça montre que cette démocratie américaine fonctionne finalement toujours aussi bien de ce point de vue. Il n'y a pas, les choses ne sont pas trop jouées d'avance. Non, les choses ne sont pas jouées d'avance. On peut évidemment relever un certain nombre de mécanismes qui ne fonctionnent pas bien. Et une impopularité, par exemple, du Congrès. Beaucoup d'Américains n'ont aucune confiance dans leurs représentants ou dans leurs sénateurs. Mais il n'empêche que les élections se déroulent régulièrement, et ça n'est même pas l'ouragan qui peut empêcher que la campagne électorale continue. Ça n'est même pas l'ouragan qui peut reporter le scrutin, parce que c'est tout à fait impensable. Ce serait contraire à la Constitution. Oui, cet ouragan a joué son rôle, évidemment. Katrina avait aussi joué le sien à l'époque contre oui, mais justement, George Bush, l'ouragan d'aujourd'hui n'est pas traité comme Katrina en 2005, précisément parce qu'il y a l'expérience de Katrina, et l'expérience enseigne. Alors, cette expérience enseigne si bien qu'on a l'impression que pendant l'ensemble de son mandat, et vous le dites clairement, Barack Obama a adopté un profil assez lisse, assez bas, low profile, comme on dirait là-bas, et qu'il a volontairement évité de trop se mettre en avant. C'est vrai que quand il a été élu, d'abord c'était un orateur absolument hors du commun, c'était un personnage très flamboyant, puis d'un seul coup en tant que président, alors c'est vrai qu'en plus il a pris 4 ans maintenant, et 4 ans à la Maison-Blanche, ça vaut bien 8 ou 10 ans ailleurs, je pense. Au minimum. Au minimum. Il suffit de regarder d'ailleurs le visage des présidents. C'est incroyable. À mesure que les années passent, ils vieillissent beaucoup plus vite que tous les autres. Les cheveux blanchissent, donc on voit bien qu'un président après 4 ans est beaucoup fatigué. Alors quand même, je ne veux pas défendre Barack Obama à toute force, mais il faut admettre qu'il a quand même réussi à appliquer un certain nombre des points de ce qui était un programme assez vague, comme le sont d'ailleurs toujours les programmes électoraux américains, mais notamment le système de santé finalement a évolué. Oui, le système de santé. Ce que n'avait pas pu faire Clinton. Ce que n'avait pas pu faire Clinton, ni les prédécesseurs de Clinton. Oui. Mais il a évolué, mais pour l'instant, la réforme n'est pas encore appliquée. Elle le sera à partir de 2014. Et d'autre part, Barack Obama a dû consentir un certain nombre de compromis, précisément pour que cette réforme passe auprès du Congrès. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès qui est fait dans ce domaine, mais beaucoup d'Américains sont hostiles à cette réforme. Autrement dit, si Romney devient président des États-Unis, l'une des promesses qu'il a faites, c'est précisément d'abolir la réforme. Donc, attendons les résultats encore quelques heures et nous connaîtrons les résultats. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pourrons savoir si la réforme sera appliquée ou ne le sera pas. Oui, c'est vrai que c'est très délicat. D'habitude, ici, nous faisons de l'histoire et là, nous en sommes à faire quasiment de l'analyse politique puisque nous arrivons dans la prospective. La prospective, quasiment. Voilà, oui, c'est ça. Alors, ce Barack Obama a quand même aussi, disons-le, échoué sur un plan international. Il avait une intention très forte concernant le Proche-Orient, notamment, et le conflit israélo-palestinien. De ce point de vue, c'est un désastre. Enfin, pas un désastre, mais c'est rien, disons. Rien n'est fait, c'est-à-dire que la situation est identique à celle qu'elle était en janvier 2009. En ce qui concerne l'Iran, on peut dire que des sanctions très fortes ont été appliquées, mais l'Iran continue sa marche vers l'armement nucléaire. Les Américains ont quitté l'Irak, ils vont bientôt quitter l'Afghanistan, mais dans quel état laisse-t-il ces deux pays? Les relations avec la Russie ne sont pas bonnes. Les relations avec la Chine se détériorent. Et elles restent nécessairement étroites à cause des liens financiers et commerciaux que les deux pays peuvent avoir. Mais sur le plan strictement politique ou sur le plan militaire, elles sont tendues. Donc tout ce que l'on peut dire, c'est que la politique étrangère de Barack Obama a dû s'adapter à un monde dans lequel les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance, restent encore très puissants, c'est évident, mais on ne peut pas, quand on est américain, faire tout et n'importe quoi dans le monde. Il faut tenir compte des autres, et c'est peut-être là la grande découverte que Barack Obama a faite.
Bien des Américains ont cru qu'ils élisaient un prophète et découvrent que Barack Obama est un homme normal avec ses qualités et ses défauts, encore qu'il soit impossible d'être à la fois président des États-Unis et un homme normal. Il hésite, aucune allusion à d'autres situations, aucune. Il hésite, tombe dans les contradictions, ne parvient pas toujours à mettre en valeur ses réussites ni à dissimuler ses échecs, écrivez-vous, dans La Grande Illusion. Barack Obama, non, la grande désillusion, pardon. La Grande Illusion, c'est une autre œuvre tout à fait respectable au demeurant. Bien sûr, et c'est même la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Bien sûr, bien sûr. Barack Obama, La Grande Désillusion d'André Caspi, c'est édité chez Plon. Merci beaucoup André Caspi et à très bientôt, puisqu'avec ce qui arrive dans les heures qui viennent, on va avoir recours évidemment à vos services sur l'antenne d'Europe 1. Bonne nuit. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire, spéciale nuit américaine. Oh là là, ne me dites pas que c'est déjà fini. Je vois s'installer beaucoup de monde autour de cette table. Il est donc temps de remercier toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire. Lorena, Marion, Guillaume qui sont là. Ils sont venus m'accompagner au cœur de la nuit avec Alexandre aux manettes. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés via Facebook. Greg, Linda, Xavier, Cassandre, etc. Je ne les cite pas tous. Martial You et Bastien Millot sont entrés donc dans ce studio. Pas besoin de vous demander, Martial, de quoi vous allez parler dans les minutes qui viennent, mais en tout cas, on peut vous demander comment vous allez en parler et avec qui. Alors avec Bastien Millot, on va suivre ça de très près parce que logiquement, on est ensemble pour 2 heures jusqu'à 5 heures, 2 heures au cours desquelles on devrait savoir qui va gagner cette élection. Dessiner, tout ça. Alors ça se dessine, même si c'est encore très serré. Alors il y aura un principe de multiplex façon football. On aura nos envoyés spéciaux à Chicago, à New York, à Boston dans les différents QG. Et puis il y a la petite originalité, Bastien, c'est que on aura ceux qui adorent West Wing à la Maison Blanche, la série, on aura des spin doctors français qui vont nous faire vivre les coulisses. Vous avez raison, Martial, 4 spin doctors en direct de 3h à 5h du matin pour nous accompagner dans cette tranche stratégique, puisque c'est avec nous qu'on découvrira certainement le nom du prochain président des États-Unis. Et bien sûr, l'analyse de Nicole Bacharan, et puis la découverte aussi au plus près du terrain, notamment on va longer la route 66, la fameuse route 66, découvrir l'Amérique profonde, l'Amérique d'Obama et Romney. Ah mais c'est merveilleux, c'est un beau voyage que vous nous proposez. Je l'ai fait il y a peu de temps et je peux en témoigner. Vous aurez remarqué que pendant toute cette soirée, nous étions accompagnés par des petits jingles tirés précisément de la série West Wing. Précisément 3h, vous écoutez Europe 1 et c'est le flash de Laurence Gontier. 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 De Laurence Gontier, de Laurence Gontier.